j'importe 3 marques de mezcal avec une vingtaine de références différentes en portefeuille pour avoir un portefeuille le plus complet qui soit, on va dire, un peu sur le monde du mezcal. Tous mes mezcals viennent de Oaxaca aujourd'hui. Donc, on a des mezcals, pour ceux qui connaissent un peu, avant que je vous en parle plus en détail, mais on a des mezcals, donc, surtout à base, donc, bien sûr, d'espadine, qui est le mezcal un peu le plus traditionnel. On va avoir des agaves sauvages, des agaves semi-sauvages, on va avoir des assemblages d'agaves avec des distillations aussi différentes. Et on va avoir du mezcal vieilli aussi dans mon portefeuille. Donc voilà, j'ai voulu offrir vraiment une gamme très complète pour les plus grands amateurs de mezcal en France. Enfin, j'ai aussi une activité d'export aussi sur certaines marques, parce que je m'occupe aussi de l'Europe, notamment pour Reis Apoteco et pour Los Rabis. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé assez rapide. Donc par rapport au mezcal, donc il faut savoir que, j'imagine que tout le monde le sait quand même, c'est que le mezcal, c'est fabriqué à base d'agave. Donc l'agave est la principale, donc c'est la matière première qui est utilisée. Faut savoir que l'agave, en fait, c'est une plante. D'ailleurs, on dit un agave. Très souvent, on dit, à tort, on dit une, mais c'est un agave. Il y a à peu près 200 types d'agaves dans le monde, en fait, et vous allez retrouver à peu près 150 qui sont au Mexique. Donc, c'est vraiment une plante qui vient de là-bas, directement, principalement. Et c'est une plante, en fait, qui, historiquement, a été au cœur des civilisations précolombiennes. C'est-à-dire que la plante a servi, on la cuisinait, on en faisait des remèdes médicinaux, on en faisait des infusions, on utilisait les épines, on utilisait les feuilles pour faire du textile. En fait, c'est la plante qui d'ailleurs a permis vraiment aux civilisations précolombiennes de se sédentariser. Elles ont permis de s'installer et de commencer vraiment à s'installer dans des régions. Donc voilà, donc une grande importance de cette plante qui est vraiment le symbole du Mexique aujourd'hui. Alors, dans ces 150 types d'agaves qu'on retrouve au Mexique, donc on va dire qu'il y a à peu près, alors aujourd'hui les botanistes ne sont pas tout à fait d'accord, mais on dirait qu'il y a 20 environ familles d'agaves différentes pour faire du mezcal. Aujourd'hui, le chiffre, là ce que je regarde dans ma présentation, c'est 20, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle plus de 12 familles, de 12 grandes familles d'agaves qui sont utilisées pour faire le mezcal. Et après, on a plein de sous-espèces, en fait, en fonction des régions, en fonction de la typographie des sols, en fonction du climat. Donc, on va avoir des choses très différentes. Et surtout, en fait, on s'y perd beaucoup dans le nom des agaves parce que d'un village à un autre, on va les appeler de manière différente. Donc, ça aide pas. Voilà, donc c'est un vaste chantier, on va dire, le monde des agaves et la reconnaissance de celles-ci. Alors, ces agaves, elles vont principalement quand même on va les distinguer, surtout pour le mezcal, de manière assez importante, c'est-à-dire qu'on va avoir les agaves qui sont cultivées. Donc, les agaves cultivées, c'est celles, on va avoir des véritables champs en fait, d'agaves avec des producteurs d'agaves en fait, qui vont les cultiver. C'est des agaves qui, en général, mettent entre 7 et 10 ans à arriver à maturité, notamment l'agave espadine. Après, on va avoir des agaves qui sont semi-cultivées. Donc, les agaves semi-cultivées sont des agaves que, en fait, on va avoir, par exemple, en pépinière. On va les faire pousser, on va les remettre à l'état sauvage par la suite. Donc, en fait, plus dans des plans là, c'est vraiment pour faire du mezcal, mais aussi également pour pouvoir reforester un peu les campagnes mexicaines avec certaines espèces, justement, qui pourraient disparaître. Et on a des agaves qui sont complètement sauvages. Alors, pourquoi il y en a certaines qui sont cultivées et d'autres pas? Il faut savoir qu'une agave, en moyenne, donc l'agave espadine, elle met 6 à 8 ans pour arriver à la maturité, alors que parfois, on va avoir des agaves comme le Tepestate qui vont mettre 35 ans pour arriver à la maturité. Donc, ça serait un peu dommage d'avoir un champ d'agave et d'attendre 35 ans que celui-ci arrive à la maturité. Économiquement, ça aurait vraiment pas de sens. Donc, c'est pour ça qu'on a des agaves qui sont exclusivement sauvages et d'autres qui sont exclusivement cultivées. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail après. Alors, le mezcal, aujourd'hui, en fait, ça a 3 significations réellement. En fait, il faut savoir qu'à l'origine, le mezcal, ce qu'on appelait le mezcal, c'était tout ce qui était distillé d'agave. En fait, mezcal, ça vient du nahuatl. Le nahuatl, c'est les dialectes précolombiens. En fait, ça veut dire cuit dans la terre, en fait, directement. Donc, c'est la caractéristique du mezcal. C'est pour ça que ce côté fumé qu'on retrouve, il vient de là. Tous les distillés, tous les distillés d'agave, on appelait ça des mezcals. Aujourd'hui, bien sûr, la tequila est un distillé d'agave, mais a sa propre dénomination d'origine contrôlée. Le mezcal a la sienne. Dans certaines régions, on va retrouver d'autres distillés d'agave
comme la Bocanora, comme la Raicilla, comme alors le Sotol, mais qui n'est plus considéré comme un distillé d'agave aujourd'hui, mais qui l'était. Et donc voilà, donc mescal au départ, c'est ça. Sauf que comme il y a eu des dénominations qui ont été faites, aujourd'hui, on a une deuxième signification du mot mescal, qui est la dénomination d'origine, donc avec un cahier des charges assez précis, et qui peut être produit dans 9 régions en fait, au Mexique, comme vous pouvez le voir là sur la carte. Donc, il faut dire que Mexico, je n'ai pas de pointeur pour vous montrer, mais Mexico est à peu près au centre. Et les régions vertes en fait, tournent autour de Mexico, mais c'est bon, le Mexique, c'est très grand. Hein. On va dire que du nord au sud, c'est quasiment 4000 ou 5000 km, donc c'est assez énorme. Ça montre aussi justement la richesse qu'il peut y avoir au niveau des différences agaves en fonction des territoires dans lesquels elles poussent. Mais la grande région productrice, c'est celle qui est la plus au sud, là, que vous pouvez voir, c'est Oaxaca. Il faut savoir qu'à Oaxaca, il y a 80% du mescal qui est fabriqué aujourd'hui. Donc, c'est vraiment assez énorme. Et notamment, c'est de là proviennent notamment les 3 marques, les 3 producteurs avec lesquels je travaille aujourd'hui viennent de cette région-là. Alors, je disais qu'il y avait une troisième signification pour le mot mescal aussi, parce qu'il faut savoir que très souvent, en fait, les producteurs d'agave, eux, ils appellent l'agave ou le maguey, c'est le nom aussi qu'on donne au Mexique à l'agave, ils appellent ça aussi le mescal directement. On retrouve ça très souvent dans des villages. Donc voilà, donc c'est pour dire que c'est pas une erreur parfois de parler de la plante directement en parlant du mot en signifiant le mescal. Donc voilà. Donc des espèces d'agaves, juste pour vous montrer un peu les différences qu'on peut retrouver. Donc tout en haut à gauche, là ce que vous voyez, c'est un agave espadine. Donc c'est celui qui est le plus utilisé, notamment il est très populaire dans la région d'Oaxaca. C'est le plus populaire, il est cultivé, il met que 6-8 ans à arriver à maturité et en fait c'est une agave qui notamment a une très forte productivité. C'est-à-dire qu'avec 7 kg d'agave en moyenne, on va faire 1 litre de mescal. Faut savoir qu'une fois qu'on enlève les feuilles, là, la piña, donc le cœur de l'agave, elle peut faire jusqu'à 200 kg parfois. Donc, c'est pour ça aussi qu'on utilise beaucoup cette agave parce qu'elle a un fort rendement. Et c'est celle-là notamment que vous retrouvez beaucoup dans les bars parce que c'est celle qui est, on va dire, qui a aussi le coût le plus économique. Et c'est celui qu'on utilise beaucoup en cocktail, notamment. Alors après, en haut, juste à droite, pour vous montrer un peu la différence. Donc ça, c'est aussi un agave. C'est un agave Tobala, exactement, en haut à droite, la petite boule que vous voyez, qui va, là, elle est encore assez jeune, elle va encore se déplier. C'est une agave qui met en général plutôt 12-14 ans pour arriver à maturité. Et elle a un très faible rendement, parce qu'en fait, le cœur va faire à peine 20 kg en général, 20-30 maximum. Et avec, il va falloir quasiment 20 kg pour faire 1 litre de mescal. Donc, vous pouvez imaginer que c'est… La Tobala, celle-ci, elle fait combien en taille parce que pour se donner une idée. Alors, c'est vrai que là, on ne voit pas très bien, mais honnêtement, ce n'est pas très grand. Là, on est sur du 70 cm, je pense, de longueur, là, de gauche à droite. Hein. Ouais, diamètre, quoi, en gros. Ouais, là, c'est vraiment petit. Hein. Okay. Vraiment très, très petit. Je dirais 70, je pense que je suis un peu gentil même. Je pense qu'elle est plutôt à 50 cm. D'accord. Okay. Ouais. Donc, voilà, pour vous rendre compte un peu, et ça, on le retrouve un peu sur le bord des chemins assez régulièrement au Mexique, dans les vallées centrales de Oaxaca. Ensuite, en bas, au milieu, donc celle que vous voyez au milieu, c'est un Karwinski, c'est un biquiche, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, c'est de la famille des Karwinski. C'est une agave qui est qu'on reconnaît assez, parce qu'en fait, elle va pousser de manière verticale. En général, on la retrouve très souvent pour clôturer, juste pour border un peu des chemins ou des terres, en fait, au Mexique. Et donc, en fait, une fois qu'on enlève les feuilles, elle va avoir une forme très cylindrique, en fait, contrairement justement aux autres agaves qui, une fois qu'on enlève les feuilles, sont assez rondes réellement et qui ressemblent plus à des pignats. Là, ça peut faire des bâtons parfois qui vont faire jusqu'à 3 mètres de haut. Donc, c'est assez énorme. Et en bas, j'ai voulu vous montrer un peu justement une pépinière d'agave. Donc, ça, c'est une pépinière de chez la pépinière de chez Real Minero, donc un producteur de mescal de la région de Santa Catarina, Minas, donc dans le sud de Oaxaca. Et donc, eux, ils ont quasiment plus d'une centaine de variétés différentes qui font pousser et qui remettent, en fait, qu'ils utilisent après et qui mettent dans les champs. Et ils ont aussi tout un plan de reforestation, justement, pour préserver les agaves et préserver toutes les espèces qui sont encore aujourd'hui, qui existent encore, et pour pouvoir justement les préserver.
Donc voilà, c'est un gros travail. Donc c'était juste pour vous montrer. Là, j'ai pas de TP staté par exemple, mais un TP staté c'est beaucoup plus grand. J'ai pas de photo avec moi, mais un TP staté, juste pour vous rendre compte, c'est 35 ans pour arriver à maturité. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Alors que là, pardon, le Karwinski que je vous ai montré, je vous ai pas dit, mais c'est à peu près une quinzaine d'années. D'accord. Voilà un peu pour les diversités d'agave. Alors maintenant, juste pour faire pourquoi on parle beaucoup du mezcal aujourd'hui, pourquoi c'est quand même un spiritueux qui est très complexe. Il y a plusieurs facteurs qui vont vraiment expliquer ça. C'est notamment déjà la région de production donc, du mezcal, c'est plus de 500 000 km². Donc c'est vraiment assez énorme et ça s'étend surtout sur des territoires qui sont très très grands, du nord du Mexique jusqu'au sud, hein, enfin milieu du Mexique jusqu'au sud plus exactement. Mais c'est jusqu'à 2000 km², donc c'est quand même assez énorme. On a énormément de types d'agaves différentes, des sous-espèces différentes, un peu comme, moi je compare très très souvent le mezcal au vin en fait. C'est-à-dire que comme dans le vin, on a des cépages différents, là dans le mezcal, on va vraiment avoir des types d'agaves différentes qui vont vraiment avoir des propriétés organoleptiques et des saveurs complètement différentes en fait à la sortie de l'alambic. Donc, c'est très important. Et comme vous pouvez imaginer aussi, même type d'agave, comme l'espadine, par exemple, que ce soit qu'elle pousse dans le sud du Mexique ou dans le nord du Mexique, la typologie du sol va être différente, le climat va être différent, donc elle ne va pas grandir de la même manière, le sol va vraiment altérer, et on va avoir quelque chose de très, très différent en fait, à la fin. Alors, évidemment, il y a aussi un autre point qui est très, très important, c'est notamment la production. C'est-à-dire que chaque maestro mescalero, donc maestro mescalero, c'est le maître distillateur au Mexique, dans le monde du mescal. Le maestro mescalero, il a une méthode de fabrication qui va différer toujours d'un producteur à l'autre. Donc ça aussi, ça le rend à chaque fois le mescal très rare et vraiment unique, en fait, quoi. Donc, notamment, il y a 2 points importants, on va dire, il y a 3 points importants même, au niveau de la production. Il va y avoir la cuisson des agaves, qui va être très important. C'est-à-dire que le bois, en fonction du bois qu'on va utiliser pour la cuisson et le temps de cuisson, on va avoir des agaves qui vont être imprégnées d'une fumée et qui vont cuire de manière très différente. Ça, c'est un peu le premier point. On va avoir au niveau de la fermentation donc, qui peut être plus ou moins longue en fonction de ce que le producteur recherche en fait, dans son mescal. On a des distillations, des fermentations qui peuvent commencer à 4-5 jours et ça peut durer jusqu'à 2 semaines. Alors ça va dépendre aussi du climat et de la température extérieure, bien sûr, parce qu'on est sur des fermentations qui sont complètement naturelles. Ça, on y reviendra tout à l'heure quand on parlera un peu du processus de fabrication. Et notamment, et puis ce qui va être important aussi, c'est la distillation. Donc, il y a plusieurs types de distillation qui existent dans tout le Mexique, mais il y en a 2 grandes méthodes en fait, qui se regroupent un peu. Donc, on a la méthode de distillation à l'alambic de cuivre, un peu comme l'alambic charentais, un peu. Ça y ressemble beaucoup. Et on va avoir la distillation en pot de terre cuite, donc en pot d'argile, en fait, ou avec des très faibles niveaux de production et avec des mescals vraiment uniques, notamment celui qui se démarque pour ce type de distillation, c'est Real Minero. Mais bon, il faut savoir que c'est vraiment assez unique parce que c'est quasiment 1 à 2% du mescal qui est fabriqué de cette manière-là. Donc, c'est vraiment très, très rare. Donc, voilà. Pour la complexité du mescal, il y a 3 dénominations aujourd'hui qui ont été retenues depuis quelques années maintenant. C'est 3 catégories que vous voyez apparaître sur les bouteilles en général. Donc, vous allez avoir, en gros, si vous voyez qu'il y a écrit que mescal, en général, c'est plutôt mauvais signe. C'est pour ne pas dire mescal industriel, en fait. Donc, ils ont été quand même polis de laisser juste mescal et pas mescal industriel. Mais en gros, la plupart des mescals que vous allez retrouver, c'est des mescals qui sont donc mescal artisanal, la dénomination. Mais vous allez avoir aussi le mescal ancestral, notamment, qui regroupe plusieurs critères, notamment dont la distillation Hoya des barreaux en pot de terre cuite, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, vous voyez, là, par exemple, en 2017, les chiffres, c'était 0,1% du mescal qui était ancestral. Donc, c'est vraiment très, très faible. Alors, juste pour, donc, comme je vous disais, donc, cette notion de terroir qui est très importante, je voudrais juste revenir dessus. Donc, effectivement, comme vous pouvez l'imaginer, donc, au niveau du climat, donc, qu'est-ce qui va jouer? C'est l'ensoleillement, évidemment, c'est la pluie, la température, le vent, tout va venir influer en fait, les saveurs et les arômes de l'agave directement. Le sol, on va avoir des sols qui peuvent être très différents. Il y a vraiment une grande variété de paysages au Mexique qui font qu'on a vraiment des choses. On a des terres qui sont près de volcans, il y a des terres qui sont près de la mer, il y a des plaines. Il y a vraiment tout type de sol qui existe. Il y a des vallées plus petites.
Donc, tout ça, ça fait qu'on a des sols très riches et très différents, donc avec des micro-organismes très différents. Le niveau d'acidité du sol, bien sûr, et la fertilité qui va venir jouer aussi beaucoup. Et la typographie, il faut savoir qu'à Oaxaca, dans les vallées centrales de Oaxaca, qui est une des régions spécifiques justement d'où proviennent les trois marques de mezcal d'ailleurs, autour de la ville de Oaxaca, en fait, on est sur des cultures qui se font à 1200 mètres d'altitude en moyenne, à peu près. Et ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est des cultures, c'est des niveaux d'altitude qui sont vraiment optimum pour la culture de l'agave. Mais au Mexique, c'est très courant d'avoir des altitudes assez fortes. Il faut imaginer que rien que la ville de Mexico, elle est déjà, de mémoire, c'est 2200 mètres. Donc, il faut se rendre compte que l'altitude, pour eux, c'est quelque chose qui est très courant. Au contraire, en fait, à Oaxaca, on est plutôt assez bas, en fait, à ce niveau-là. Et après, évidemment, il va y avoir des régions qui sont plus proches de la mer aussi. Et donc là, on peut imaginer avec des altitudes beaucoup plus basses. Et donc, on va avoir vraiment des choses très différentes, notamment avec des vents iodés qui vont venir un peu balayer ces agaves. Et on va avoir des agaves plus iodées, des mescales plus iodées, plus minérales aussi. Voilà, on va avoir des choses très différentes. Puis l'écosystème est très très important en fait dans le monde du mezcal, c'est-à-dire vraiment toute la flore et la faune et les animaux pollinisateurs ou pas qui vivent autour des agaves qui vont avoir leur importance. Il faut savoir que l'agave, donc du coup, elle a quand même plusieurs méthodes de reproduction, notamment par les racines directement, par les rhizomes directement, mais également par la pollinisation, donc en fait par le colibri, par l'abeille, la chauve-souris, qui est très importante aussi. Et en fait, aujourd'hui, il y a d'autres pollinisateurs qui existent, mais qu'on ne connaît pas encore forcément. Et donc, on fait encore de la recherche beaucoup. Notamment, c'est ce que fait Real Minero avec son projet de préservation des agaves. C'est-à-dire qu'ils ont des parcs où ils vont mettre des webcams au-dessus des agaves pour regarder la nuit ce qui se passe, justement, pour voir est-ce que le papillon de nuit n'est pas pollinisateur, est-ce que tel insecte n'est pas pollinisateur. Donc, il y a un vrai travail qui est effectué pour pouvoir préserver et surtout produire des agaves et répondre à la demande. Alors là, je voulais juste faire un petit aparté sur cette slide, un peu sur ce qu'on peut entendre sur le mezcal, parce qu'on entend tout et un peu n'importe quoi. Donc effectivement, le ver de terre, ça, je pense que tout le monde a entendu parler. Bon, c'est apparu, on va dire, c'est apparu un peu de manière un peu commerciale, hein, de manière générale. En général, quand même, quand vous avez un verre dans le bouteille de mezcal, c'est plutôt un signe de mauvaise qualité de mezcal. Même si certains producteurs qui le font depuis longtemps peuvent avoir un très bon savoir-faire et mettre quand même un verre dedans, ça arrive, hein, on peut le voir aussi. Mais en général, oui, c'est ce qu'on retrouve à l'aéroport ou à la sortie dans les trucs touristiques quand on rentre du Mexique et qu'on ramène en France très souvent. Moi, on me pose, je pense, à peu près très souvent chez les cavistes quand je fais des animations, il est où le verre, quoi. Le verre, il y en a plus en fait, quoi. C'est plutôt c'est ce qu'il faut répondre un peu, quoi. Je crois qu'en plus, c'est interdit à l'export maintenant, non? Je crois pas, non, parce qu'il y en a encore. Hein, il y en a encore. Il y a certaines marques qui l'ont encore Ouais, à l'intérieur, mais je sais qu'ils ont restreint un peu à ce niveau-là. Ils font attention. Je pense parce que le verre est cuit avant, donc du coup, il est inoffensif et ça doit être possible. Ça doit être possible de l'exporter. Mais honnêtement, je ne suis pas très sûr de ce que je vous dis par rapport à ce verre, mais par rapport à l'export, justement. Mais on en trouve. Donc, c'est que ça va encore autorisé. vu que tu sais, c'était Ah, pardon. l'exportation d'animaux et d'insectes de l'étranger, je crois qu'il y avait quelque chose comme ça. Ouais, alors je sais que, pardon, il y a des mescales avec. Enfin, moi, j'ai un sotol que j'aimerais beaucoup ramener avec du venin de serpent à l'intérieur. Ça, c'est impossible à ramener, quoi. Cathy, tu voulais dire quelque chose? Oui, Oui. on le trouve souvent dans des mignonnettes, en fait. Ouais, aussi, ouais. À l'aéroport, ouais, quand tu vas là-bas, c'est surtout dans les mignonnettes. C'est vrai que dans les grandes bouteilles, il n'y en a pas, mais il y en a plein dans des petites fioles, en fait. On peut en trouver aussi, ouais, effectivement. Mais bon, voilà, c'est pas. Il y a plusieurs théories sur ce verre. En fait, on a entendu dire que, comme le mezcal, c'est quand même un alcool assez rural. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de marque, en fait. Donc, on allait dans les campagnes, on allait dans le village. Et puis, en fait, le producteur, il venait avec sa barrique. On goûtait. Et puis, celui qui nous plaisait, on prenait une bouteille d'eau vide, on mettait du mezcal dedans et puis on le ramenait à la maison. Et en fait, certaines personnes disaient que pour différencier, comme on mettait juste le nom du maestro mescalero sur la bouteille, sur une étiquette, pour différencier mezcal et tequila, dans le mezcal, on mettait un verre et pas dans la tequila. Donc, c'était pour différencier dans son bar perso, voilà, la différence entre les deux. Mais il y a on entend plein d'histoires là-dessus. Savoir ce qui est vrai par rapport à ça, on ne sait pas trop. Mais pour moi, c'est plutôt un truc folklore un peu commercial pour pousser les ventes.
celui qui finit la bouteille mange le verre, quoi. Ça, c'est un classique. Alors aussi, un faux ami, la mescaline et le mescal, donc ça n'a rien à voir. Il faut savoir que la mescaline, pour ceux qui ne savent pas, c'est assez connu comme une drogue psychotique, notamment dans Las Vegas Parano, on en voit pas mal, qui date des années 70, mais qui n'a rien à voir avec le mescal. D'ailleurs, en fait, le mescal, ça vient de la plante l'agave, alors que la mescaline, ça vient d'un cactus, du kyoté, Donc là, le mezcal, pardon. c'est le nom du ver de terre, hein, c'est ça? Pardon? Est-ce que le nom du ver de terre, il s'appelle mezcal? Excusez-moi. Non. Il s'appelle le gusano. D'accord, ok. C'est gusano en général qu'on retrouve. Mm. Donc donc la mescaline, rien à voir. Hein, c'est vraiment, alors peut-être parce que parce que le mescal, quand on en boit trop, on peut avoir des effets un peu hallucinogènes, donc ça fait penser à la mescaline. Donc le mescaline aurait dérivé ce nom-là, aurait pris le nom du mescal, mais ça n'a rien à voir. Donc c'est pas la même plante. Donc faut pas avoir peur du mescal, comme on peut avoir peur de la mescaline. Ensuite, juste sur le sel et le citron, donc c'est vraiment un très mauvais accompagnateur du mescal. Hein. Le mescal, qu'est-ce qu'on va chercher quand on en boit? On va chercher vraiment une longueur en bouche. C'est ça qui nous intéresse, c'est justement cette longueur qui est hyper intéressante et complexe. Le sel et le citron, ça va venir couper, quoi. Donc le goût directement. Donc à la limite, avec une très mauvaise tequila, c'est mieux. Ça permet de couper le goût, mais il ne faut surtout pas l'utiliser avec du mezcal. Avec du mezcal, on peut utiliser beaucoup, on le voit un peu à Oaxaca, c'est de prendre des tranches d'orange avec du sal des gusanos. C'est notamment du sel avec ce petit verre justement, en fait, qui est séché, broyé, mélangé avec des épices, avec du poivre et du sel, et en fait qui vient accompagner. On le retrouve pas mal un peu dans la gastronomie mexicaine. C'est très très bon, notamment pour des margaritas autour du verre, mettre du sel des gusanos, c'est vraiment très très bon, ça apporte quelque chose. Et l'orange, l'amertume de l'orange est un bon accompagnateur, je trouve, pour le mezcal. Et donc le mezcal ne donne pas d'hallucination. Enfin, dans ce cas-là, sauf si on en prend vraiment beaucoup. Donc, voilà, boire avec modération. Alors voilà, juste un petit aparté aussi sur le monde du mezcal aujourd'hui, ce qui représente en termes de volume. On est sur des volumes qui sont encore vraiment très très faibles. On est à 7 500 000 litres produits aujourd'hui en 2019. Faut savoir que dans la tequila, on est plutôt à 150 millions. Donc, c'est pour vous montrer un peu le rapport, on est à peine 1%. Donc, c'est vraiment très, très faible. Je ne connais pas exactement les chiffres du rhum et du whisky, mais vous pouvez imaginer si la tequila est qu'à 150 millions, voilà, on est très, très loin. Donc, on est sur une catégorie vraiment de niche. Normal, hein, on est sur un produit qui est complètement artisanal. Donc, ça explique aussi qu'on ne pourra jamais produire les volumes nécessaires pour doubler le whisky ou le rhum. Ça sera impossible, ou le gin, c'est impossible. Et je voulais vous montrer quand même cette courbe qui est quand même en 2011, on n'était qu'à 1 million de litres de mezcal produits. Donc, c'est vraiment, on a un vrai boom depuis 10 ans qui est assez significatif. Et notamment, ce que vous pouvez voir, donc, je ne sais pas si c'est assez visible sur votre écran d'ordinateur, mais en fait, donc, la courbe verte que vous avez en haut, donc ça, c'est les exportations globales, en fait, les ventes globales de mezcal. En orange, ce sont les exportations, et en bleu, ce sont la production nationale, en fait, donc, qui est bu sur le territoire national. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, dès les 2015, en fait, on produit plus de mezcal pour l'export que pour la propre consommation du Mexique, en fait. Donc, c'est assez énorme. Bon, après, bien sûr, au Mexique, il y a énormément de distillés d'agave qui sont produits, qui n'ont pas forcément la dénomination d'origine contrôlée mezcal sur l'étiquette. Donc, ce n'est pas non plus représentatif. On boit quand même beaucoup de mezcal au Mexique. C'est notamment de plus en plus. En fait, le mezcal est un alcool rural, comme je disais tout à l'heure, et depuis les années 2005-2010, en fait, vraiment, même dans la ville de Mexico, en fait, la nouvelle génération, donc aujourd'hui, on va dire les 20-45 ans, boivent du mezcal alors que les parents buvaient de la tequila, quoi. C'est vraiment, il y a eu une différence générationnelle et c'est devenu très à la mode. Moi, j'ai des amis qui habitaient à la ville de Mexico en 2005 qui n'ont jamais bu de mezcal alors qu'ils ont habité pendant 1 an là-bas. Donc, c'est pas faute de curiosité, c'est qu'on en trouve. Enfin, c'est qu'il fallait le chercher, on pouvait en trouver bien sûr, mais ce n'était pas aussi facile d'en trouver partout. Aujourd'hui, dans tous les bars de Mexico, il y a une carte de mezcal avec une vingtaine de mezcals différents qui sont proposés. Un peu comme une carte des vins en France, quoi. Ça va être vraiment exactement la même chose dans les bars mexicains maintenant aujourd'hui.
Donc voilà, donc juste pour vous montrer cet énorme boom qu'il y a, qui évidemment est un peu problématique aussi au niveau de la production d'agaves parce qu'il faut pouvoir suivre. Hein. On est sur les agaves, elles mettent quand même 7-8 ans minimum pour arriver à maturité. Donc il y a des productions cycliques il faut arriver à tenir. Alors c'est là où moi je vous ferai un aparté après sur mes marques, mais c'est vrai que les marques avec lesquelles je travaille sont producteurs d'agaves avant tout. Ils sont producteurs d'agaves et producteurs de mescal. Et ça c'est très important parce que justement ils sont en maîtrise de la matière première. Là, Ouais, James. question sur… parce que là, j'ai l'impression que le mezcal, on a beaucoup plus de variétés que la tequila, quoi, que le tequila. Pardon. Ah oui, bien sûr. Bah, le tequila, déjà, c'est fabriqué avec… donc pour faire un aparté, juste la différence entre la tequila et le mezcal. Donc la tequila, c'est fabriqué avec un seul type d'agave, qui est l'agave bleue, alors que justement, dans le mezcal, on va avoir 20 types d'agaves différentes un peu et de sous-espèces encore plus. C'est un peu le vin du Mexique. En gros, ça se fait comme le vin, quoi, suivant le cépage, suivant la région. Enfin, ouais. C'est pareil avec l'agave et le même agave. C'est pour ça qu'il va y avoir une complexité qui est beaucoup plus importante dans le monde du mezcal que dans le monde de la tequila. Et la tequila a quand même un cahier des charges qui est quand même beaucoup plus simplifié, notamment au niveau de la cuisson des agaves, qui est très importante, où pour le mezcal, je vais venir après dans le process de fabrication, on va cuire les agaves à l'étouffer dans la terre directement, alors que dans le monde de la tequila, on peut utiliser des autoclaves où les agaves, en fait, en quelques heures, sont chauffées, fumées et donc est déjà prêtes à suivre le processus de fabrication. Donc, et puis en général, il y a quand même beaucoup de marques qui aussi utilisent des agaves qui ne sont pas forcément arrivées à maturité, dans des champs qui ne sont pas forcément très bio, on va dire, et où on accélère un peu le processus le plus possible pour faire des volumes importants. Voilà. Alors que là, dans le monde du mezcal, on est vraiment sur autre chose. D'ailleurs, on dit vraiment que 98% du mezcal est artisanal, alors que dans le monde de la tequila, c'est 2% seulement qui est artisanal et 98% qui est industriel. Hein. C'est à l'inverse. Donc, c'est vraiment ce côté qui va être très important dans le monde de la tequila. Alors, je ne dis pas toutes les tequilas, bien sûr, hein, parce qu'il y a des tequilas qui sont fabuleuses hein, et qui sont vraiment très, très bonnes et qui sont exceptionnelles. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu connaître en France depuis quelques années, même si on commence à en voir qui arrivent. Mais c'est vrai que moi, je sais que les tequilas que j'ai pu connaître quand j'étais ado et que j'achetais en grande distribution, mais les premières tequilas que j'ai vues au Mexique, ça n'a rien à voir. C'est un autre produit, quoi, complètement. Oui, c'est sûr. Donc voilà, donc pour le petit aparté avec la tequila. Après, la tequila, ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection. Ce n'est pas ce que je préfère, même si je sais apprécier des bons produits, mais je suis plus mezcal, on va dire. Est-ce que tu as des maisons de mezcal qui font que juste de négocier en fait, qui n'ont pas forcément de champ ou qui font que… Ouais, exactement. Bah, c'est de plus en plus populaire. Hein. En fait, c'est tellement simple aujourd'hui de faire une marque de mezcal et peu onéreux en fait de créer sa propre marque. Donc en fait, on retrouve beaucoup. D'ailleurs, on dit que 90% à peu près des marques de mezcal aujourd'hui ne sont pas propriétaires de leur champ d'agave. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, soit ils achètent des agaves arrivées à maturité qui ont été cultivées, donc, et puis ils vont avoir leur propre distillerie et ils vont distiller derrière. Soit, ce qui arrive encore plus, c'est d'acheter du jus déjà en fait distillé, et eux ils font l'embouteillage et leur marketing avec leur marque derrière en fait. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup. Mais c'est un pari un peu risqué aussi parce qu'effectivement, ils ne sont pas en maîtrise du coût principal qui est quand même la matière première, qui est l'agave, et qui notamment a doublé en 3 ans. Donc, ça peut être hyper problématique pour certaines marques parfois. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, les marques avec lesquelles je travaille, ce sont des producteurs d'agave en fait. Producteurs d'agave, producteurs de mezcal, ils font l'embouteillage, ils font vraiment tout de A à Z. Et ce qui, pour moi, est très important, quoi. Et notamment aussi parce que ça permet d'avoir une constance dans la fabrication du mezcal, quoi. C'est-à-dire que d'année après année, on retrouve, je ne vais pas dire à l'identique parce qu'on est quand même sur des produits artisanaux, donc avec le fait qu'il y a un terroir qui joue, on va pas, comme dans le vin, quoi. Tous les ans, on ne va pas avoir la même récolte et on ne va pas avoir le même vin dans la bouteille. Mais on va reconnaître la patte un peu du viticulteur, comme là, on va reconnaître la patte du maestro mescalero et on va avoir quelque chose de très semblable. Enfin, beaucoup plus que dans le vin, d'ailleurs. Donc, voilà. Et moi, je trouve que c'est important parce que c'est vrai que parfois, il y a certaines marques, on peut, d'une bouteille à l'autre, en fonction du batch et en fonction de l'année de production, on peut goûter quelque chose de très différent. Est-ce qu'on peut on peut prendre des agaves qui ne sont pas de la région et les distiller sur la région et ça devient du mezcal?
Parce que c'est Alors, normalement, non. Il faudrait que les agaves proviennent de la région, mais on est au Mexique. Donc, Ok. Je suis sûr qu'en Champagne, notamment, il y avait déjà eu des camions qui s'étaient fait attraper, ça n'arrivait pas de Champagne, quoi. ouais, oui. Mais au Mexique, ouais, d'ailleurs, on l'a vu. Hein, d'ailleurs, il y a eu un moment où, quand le mezcal n'avait pas encore cette renommée dans les années 2000, il y a eu une crise de la tequila, une crise de l'agave. Et l'industrie de la tequila est venue chercher les agaves au Mexique, à Oaxaca directement. Donc, donc, il y a eu des transferts un peu d'agaves comme ça. Mais ouais, normalement, ça devrait être contrôlé, ça devrait être fait. Mais c'est vrai que voilà, on est au Mexique, donc tout peut se passer. Est-ce que j'avais une question? Ouais. Est-ce que en termes de production, de productivité, on est sur bientôt un maximum? Parce que la courbe, elle va continuer à augmenter avec les tendances actuelles de craft et le côté craft qu'apporte le mezcal, ça va continuer à augmenter, je pense. Est-ce qu'en termes de productivité, ils peuvent encore exporter du mezcal ou est-ce qu'on va arriver à un moment donné à un maximum de production? À long terme, oui. À long terme, oui. Mais on a encore quand même de la marge. On a encore de la marge. C'est surtout en fait le nombre de marques en fait, parce qu'aujourd'hui on a plus de 500 marques de mezcal, alors qu'au début des années 2000, il y en avait à peine une centaine, quoi. Il y en avait, je crois, 70-80 à peu près, pour donner un ordre de grandeur. Parce qu'aujourd'hui, ouais, c'est devenu un peu le nouveau truc un peu bobo de l'entrepreneur mexicain de Mexico qui descend à Oaxaca, qui va acheter du jus et qui fait sa propre marque et qui essaie de la vendre et d'exporter dans le monde entier, quoi. C'est un vrai phénomène en fait de mode de l'entrepreneur mexicain, quoi, de l'entrepreneur bobo mexicain de Mexico. Ça vraiment, c'est quelque chose. Et tout le monde ne va pas pouvoir subsister, c'est pas possible en fait, parce qu'on est sur des trop petits volumes déjà, et donc il y a trop d'acteurs en fait, on va dire, par rapport à ça. Mais la demande avait encore augmenté. Il y a des pays encore où, notamment, je pense à l'Europe de l'Est, où c'est encore très faible les consommations. Et pourtant, moi, je suis persuadé qu'il y a un avenir assez énorme pour le mezcal. Parce que ce côté fumé qui ressemble beaucoup à la gastronomie de l'Est, les charcuteries un peu fumées, je trouve enfin, moi, je connais bien. Et puis, ça ressemble beaucoup. Ils aiment bien les alcools forts aussi. Je suis sûr qu'en Russie, le mezcal, ça pourrait faire un carton, quoi. Vraiment, ça pourrait être quelque chose de très, très apprécié. Ça commence, hein, bien sûr, hein, on commence à en voir, mais il y a des débouchés qui vont être importants. Là, le problème, ça va être le prix, parce que évidemment, on est sur quelque chose quand même qui est assez onéreux, hein, déjà. Et comme je le dis, hein, là, on est au Mexique, mais si on produisait ça en France, là, la bouteille, au lieu de l'avoir à 50 € chez le caviste, on serait plutôt dans les 150-200 €, je pense, hein, le mezcal de base. Si c'était produit. Donc forcément, à un moment, il va y avoir une uniformisation des prix aussi au Mexique, hein, forcément. Donc on va arriver sur des choses un peu chères. Mais pour moi, ça restera toujours une industrie, pas de volume, mais ça restera une industrie d'amateurs, vraiment, le mezcal. C'est-à-dire qu'on ira chercher des mezcals différents, mais ce ne sera jamais pour faire du volume. Malheureusement, je n'ai pas choisi le métier pour devenir millionnaire, quoi, je pense, vraiment. Oui, mais c'est comme là, je te l'ai parté par rapport aux négociants et aux quantités d'agave. Là, par exemple, il y a une marque de tequila qui n'a pas de champ d'agave et qui fait du vieillissement seulement, qui est en galère parce que justement, des agaves, ça commence à être restreint et c'est racheté par les plus grosses marques, quoi. Ouais, clairement. Là, moi, clairement, là, Los Rabis, donc cette marque que vous voyez ici, là, donc c'est Javier Mateo qui est le maestro mescalero. Pour moi, c'est quelqu'un de vraiment très très malin parce qu'il est propriétaire de ses champs d'agave et depuis une quinzaine d'années, il voit le boom. Et lui, en fait, tout ce qu'il gagne comme argent, il le réinvestit, il rachète des champs. Il rachète des champs et il replante et il replante. Aujourd'hui, il a une capacité, il a 300 hectares. Il peut fabriquer 20 000 litres par mois s'il veut. Mais aujourd'hui, il n'a pas cette demande avec sa marque encore. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il produit pour d'autres marques. Il produit du jus. Il donne des agaves aussi qui a la maturité. Donc, en plus, là, lui, il grandit, en fait, on va dire. Il fait grandir son appareil de production et ses champs d'agaves qui commencent à en avoir pas mal. Et le jour où vraiment il aura une demande nécessaire, lui, il arrêtera de produire pour les autres et il gardera en fait tout le jus pour sa marque directement ou pour ses marques s'il a envie de faire autre chose. Donc, ce qui est très malin. Alors que voilà, quand on va à Oaxaca, notamment à Santiago Matatlan, qui est un petit village où sont produits Los Rabis et Rey Zapoteco, c'est un village qui est entièrement sur le mezcal. On voit régulièrement des mecs qui ont monté leur marque, qui ont vendu 2 palettes en Europe et qui sont très contents. Depuis, ils ont acheté la grosse voiture et tout. On va dire, se la raconte un peu.
et qu'ils ne voient pas du tout la continuité, quoi. C'est-à-dire que derrière, si tu veux revendre d'autres palettes de mezcal et tout, bah, il faut avoir des champs, il faut produire, continuer. Tu ne peux pas juste faire une belle opération commerciale comme ça. Donc, c'est un travail de longue haleine. Et être propriétaire des agaves, c'est quelque chose qui est très important. Ouais, surtout C'est vrai que l'agave, vous le voyez là sur la slide, parce que c'est une slide un peu sur les chiffres pour vous donner un peu des idées, bah, ça représente quand même 50% du coût de production, l'agave, quoi. Donc c'est quand même assez énorme. Donc, juste pour vous donner quelques chiffres par rapport à ça, donc quand je vous parlais justement de l'Australis qui a 300 hectares, il faut se dire qu'un hectare, ça représente à peu près 1500 plantes, parce qu'elles ont quand même besoin d'une certaine envergure pour pousser, parce que les agaves espadines notamment, elles peuvent faire jusqu'à 3-4 mètres d'envergure quand même, donc c'est assez énorme. Une agave espadine, donc c'est 6-8 kilos, et c'est à peu près ce qu'il faut, il faut à peu près 6-8 kilos d'agave pour produire 1 litre de mezcal, et les tailles sont très variables, c'est-à-dire qu'on peut avoir des espadines qui font 40 kilos jusqu'à 220 kilos. Ils font des concours de temps en temps dans les villages justement de qui a la plus grosse agave cultivée, et on voit des trucs à 220, 240, bon, ça reste quand même assez exceptionnel. Mais on peut avoir des tailles très différentes. L'alambic de cuivre, en général, on le retrouve toujours aux alentours de 300 litres. Donc, il peut produire jusqu'à 300 litres de mezcal, donc c'est assez énorme aussi. Et voilà, comme je vous disais, le prix de l'agave qui est un élément assez déterminant, qui double tous les 3 ans en ce moment, donc c'est assez énorme. Juste pour faire un petit aparté aussi sur l'impact social, donc il faut savoir que le mezcal, c'est quand même au Mexique aujourd'hui, c'est quelque chose c'est quand même assez important. C'est quand même 23 000 emplois directs dans les régions productrices, et c'est 105 000 emplois indirects, donc c'est quand même vraiment assez énorme. Donc ce qu'on appelle l'emploi direct, ça va être les exportateurs, ça va être les cavistes, tout ce qui tourne autour en fait des négociants qui vont pouvoir travailler autour du mezcal, donc c'est énorme. 23 000 emplois directs, c'est vraiment directement dans les productions, dans les distilleries. Oui, le mezcal a quand même permis, ça c'est quand même un facteur assez intéressant, qui a permis quand même à beaucoup de migrants de revenir dans leur campagne et de repeupler un peu et de redonner un boom économique vraiment dans des régions que Oaxaca, c'est quand même des régions très très pauvres. Si vous avez l'occasion de voyager par là-bas, et le mezcal vraiment donne un statut un peu social très différent de ce qu'on a pu voir il y a 20 ans, donc c'est hyper important. Los Rabis, notamment, Javier Mateo, c'est quelqu'un qui, à l'âge de 16 ans, avait quitté la France illégalement pour aller aux États-Unis, qui a eu un parcours assez brillant, parce qu'il a commencé comme plongeur, et finalement, il a fait des études derrière. Il a fini bar manager et œnologue en Californie. Et quand il a vu le boom du mezcal, ses arrière-grands-parents ont toujours travaillé dans le mezcal, notamment ils ont travaillé dans les champs d'agave de Rey Zapoteco. Avec l'argent qu'il a pu emmagasiner, il a monté une distillerie dans les années 2005, directement à Oaxaca, donc dans son village natal. Et aujourd'hui, il est revenu habiter là-bas et il fait marcher cette distillerie, et il emploie jusqu'à 40 personnes au maximum dans les grosses périodes saisonnières. Donc, c'est quelque chose d'assez important, et du coup, on voit de plus en plus de Mexicains revenir de Oaxaca, qui reviennent un peu dans les campagnes justement pour travailler. Donc, c'est vraiment un redynamisme économique important. Et surtout, c'est ça aussi, c'est que pendant ce temps-là, ça donne du travail, donc forcément, ça freine les activités illégales autour, parce que s'ils ont du travail et qu'ils ont de l'argent, ils n'ont pas besoin d'avoir des activités illégales pour trouver de l'argent, tout simplement. On n'y pense pas assez, mais c'est hyper important. Et donc l'impact culturel du mezcal, il faut savoir que c'est considéré par certains comme le distillé quand même le plus vieux d'Amérique, donc c'est quand même assez énorme. Ça viendrait a priori, donc ça vient des colons. Là-dessus, il y a plusieurs théories, mais aujourd'hui, la plus probable, c'est quand même que ce sont les colons qui ont apporté les méthodes de distillation. Alors, c'est marrant parce que ce n'est pas forcément directement depuis l'Espagne que ça serait arrivé. Ça serait plus arrivé des Philippines, en fait, où des travailleurs philippins, eux, avaient des méthodes de distillation en pot de terre cuite, justement. Ils faisaient du bino de coco. En fait, ils distillaient des noix de coco, tout simplement. Et ils ont, en fait, pendant un moment, donc ça a été très populaire, notamment dans la région de Colima, dans l'ouest du Mexique. C'est arrivé là-bas, et en fait, c'est devenu illégal parce que, notamment, la couronne espagnole au Mexique voulait protéger ses propres alcools. Donc, ils ont interdit ça. Et donc, pour contrer cette interdiction, au lieu de distiller parce qu'il y avait écrit que c'était interdit de distiller du coco, ils ont distillé de l'agave, en fait. Et ça a permis de contourner la loi, et c'est comme ça que ça s'est répandu. Ça, c'est
C'est encore des théories parce que voilà, moi, depuis 6-7 ans que je suis dans le mescal et que je m'y intéresse, mon discours a pu changer par rapport à ses origines parce que les gens, on apprend des nouvelles choses assez régulièrement. Notamment, il y a aujourd'hui des recherches archéologiques où certains chercheurs archéologiques soutiennent que les civilisations précolombiennes faisaient déjà de la distillation parce qu'on a retrouvé des vestiges de pots de terre cuite avec des traces de distillation qui dateraient d'avant les colons. Mais bon, tout ça, ce n'est pas reconnu par tout le monde, en tout cas dans le monde du mescal. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, en tout cas, ce qui est le plus crédible, c'est que ce soit les colons qui aient apporté les méthodes de distillation, et pas directement l'alambic en cuivre qui viendrait d'Europe, mais plus par les pots de terre cuite qui viendraient des Philippines, par les travailleurs philippins qui venaient travailler. Donc voilà, c'était un petit aparté historique sur le mezcal, mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment l'emblème, c'est le symbole du Mexique, c'est le distillé du Mexique avant la tequila. Voilà, donc aujourd'hui, c'est représenté quand même dans 68 pays dans le monde, donc c'est assez énorme. Je me souviens des chiffres en 2015, on était à peine dans 20-25 pays, quoi, donc ça grandit énormément aussi. Alors, on va venir maintenant au processus de fabrication du mezcal. Donc, on a 5 étapes, on va dire, importantes, qui va commencer donc, notamment par ce qu'on appelle le sacrifice de la plante. Alors, pourquoi on parle de sacrifice? C'est que dans le mezcal, en fait, donc, l'agave, c'est une plante qui est monocarpique. Donc, c'est une plante en fait, qui va fleurir qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est en fin de vie, en fait. C'est avant de mourir, en fait, elle va fleurir. Et pour pouvoir la cultiver, donc pour qu'il y ait suffisamment de sucre dans cette plante, on va attendre justement cette fin de vie, que la fleur pousse au milieu et on va la couper. Alors on appelle ça une fleur, mais clairement ça s'appelle donc un quioté au Mexique. Ce quioté, c'est quasiment un arbre en fait, qui pousse au milieu et qui peut faire jusqu'à 10 mètres de hauteur selon les espèces d'agaves. Donc, c'est assez énorme. Et c'est comme ça qu'en fait, les sucres vont venir se concentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que si on laisse pousser la fleur, c'est trop tard. En fait, il n'y aura pas suffisamment de sucre pour pouvoir rendre cette agave cultivable et pour en faire du mezcal. C'est pour ça qu'on parle de sacrifice. C'est-à-dire que contrairement à la vigne qui va venir fleurir un peu tous les ans et donner du fruit, là, on attend la fin de vie pour pouvoir la cultiver. Et on l'arrache à la terre et on faut replanter une plante derrière. Est-ce que c'est une plante qui est gourmande en eau? Ça va dans les nappes? Enfin, ouais, ça puise beaucoup. En fait, c'est surtout ça a une grande capacité à retenir l'eau. En fait, donc ça peut tenir des saisons entières en fait sans eau. Clairement, il y a des saisons de pluie, notamment à Raqqa, ça dure 2 mois, quoi. Ça dure mai-juin et en fait, ça reste dans le sol et après, on va utiliser. Là, où ça va surtout consommer de l'eau, c'est le niveau du processus de distillation, de fermentation, de distillation, où on va beaucoup utiliser d'eau. Mais ouais, il y a besoin quand même d'eau, mais ça peut subsister très longtemps sans eau, en fait. Donc voilà, donc les agaves, vous voyez là un peu sur les images, donc c'est comme ça qu'on va les couper. Donc en fait, en général, on a plutôt l'instrument principal du rimador, c'est vraiment la machette. C'est avec la machette qu'on va couper les feuilles. Les feuilles sont vraiment très dures, très piquantes aussi. C'est assez dangereux. Il faut voir, c'est quelque chose de vraiment très très physique. Et ensuite, en fait, une fois qu'on coupe à la machette toutes les feuilles, en fait, on va insérer une koa. Donc une koa, c'est une hache circulaire en fait qu'on glisse sous l'agave, laquelle, là on peut le voir sur la 3e photo à gauche. Et en fait, on glisse cette koa en dessous et en fait, on va taper avec un marteau pour la déraciner en fait l'agave directement. Et donc, comme vous pouvez voir sur la dernière image, donc c'est ça qu'on va garder. Donc c'est ce qu'on appelle la piña. En fait, c'est le cœur de l'agave. C'est là où le sucre vient se concentrer. Dans la feuille, il n'y a rien. Il y a beaucoup d'acidité. Il y a plutôt des mauvais éléments qui viendraient perturber le mezcal à la fin. Donc en fait, on va couper au plus près possible de la piña pour conserver vraiment le cœur. Donc voilà, donc piña en espagnol, ça veut dire ananas, parce que ça a bien la gueule d'un ananas une fois qu'on a enlevé les feuilles. Ça pèse quoi. Ouais, ça peut peser entre 40-50 kilos jusqu'à 200, ce que je disais tout à l'heure, donc c'est assez énorme. Là, des travailleurs normaux, là chez Reza Poteco, quand je discutais avec eux, ils me disaient que par équipe de 3, ils arrivaient à peu près à déraciner 80 agaves dans la journée. Moi, quand je suis avec mon frère, on en a fait une en 3 heures et on n'a même pas réussi à la porter jusqu'au camion, quoi. Donc, c'est pour vous dire. c'est hyper physique. Ouais, bon, après, c'est un savoir-faire.
Donc, la deuxième étape, c'est vraiment la cuisson. Donc, c'est là où en fait les sucres qui sont présents dans l'agave on va être transformés par la cuisson en sucres fermentescibles qui vont permettre justement de donner de l'alcool. Donc là, tout en haut sur la photo, on est dans le palenque. Donc le palenque, c'est ce qu'on appelle la distillerie au Mexique. Donc on est dans le palenque de Real Minero. Donc c'est marrant parce que c'est un palenque qui est très très ancien. Alors on le reconnaît parce que quand on va là-bas, c'est un palenque qui n'est pas dans la ville. Il est en dehors, en pleine campagne, et il n'est pas à côté des maisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est tellement ancien qu'il a été fabriqué à une période de prohibition, justement, où on ne pouvait pas faire de mezcal. Et du coup, on le cachait entre des vallées, dans un enfoncement, pour ne pas voir de loin pour pas que les fumées d'agave alertent les autorités, comme quoi on faisait du mezcal ici. Donc, alors que, par exemple, chez Reyes Apoteco Los Rabis, là, ces productions, c'est la maison familiale et la distillerie sont ensemble. Là, non, la maison et la distillerie sont très séparées. Il faut aller en voiture entre deux flancs de montagne pour aller trouver la distillerie. Donc là, on est sur, comme vous pouvez le voir, donc là, c'est assez spécifique, la cuisson que vous voyez en haut. Ce sont justement des Karwinski. Donc, ce sont ces agaves-là dont je vous parlais qui sont verticales, en fait, une fois qu'on coupe les feuilles, et qui sont tout en longueur, contrairement aux autres que vous pouvez voir sur le bord du four qui sont rondes, en fait, en plus, qui vont être coupées en morceaux et qui vont être mises. Donc, en bas, notamment, ce que vous voyez là, ce sont que des espadines rondes qui sont en cuisson. Donc, le phénomène est très simple, c'est-à-dire qu'on creuse un trou, on va mettre du bois qu'on va chauffer. Par-dessus, on va mettre des pierres. Les pierres vont chauffer. Par-dessus, on va mettre une couche de bagazo. Le bagazo, c'est la fibre d'agave qui vient d'une distillation antérieure, en fait, donc on réutilise, qu'on va mettre par-dessus. Par-dessus, on va mettre les agaves. Et ensuite, on va remettre du bagazo par-dessus et on va mettre de la terre et en général une bâche en plastique ou en cuivre, en fait, pour couvrir tout ça. Et on va laisser cuire à l'étouffée pendant 3-4 jours en général. Donc ça aussi, c'est des méthodes qui peuvent différer en fonction du bois qu'on utilise et en fonction du degré de cuisson qu'on a envie d'obtenir, en fait, qui va venir altérer un peu le goût du mezcal à la fin. Alors, chez Real Minero, là, sur ce que vous voyez tout en haut, c'est assez particulier. Je ne l'ai pas vu dans d'autres distilleries, mais en fait, ils font toujours des cuissons avec plusieurs types d'agaves différentes. En fonction de l'agave, par exemple, les Karwinski sont plus près du foyer et les espadines vont être plus loin, et les Tobala encore plus loin, parce qu'elles ont moins besoin de cuisson de manière générale. Donc, voilà, ils utilisent ça. Après, ils vont séparer les agaves cuites pour après faire des distillations, soit en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, s'ils veulent distiller ensemble pour faire des assemblages, soit faire des distillations de mono-agave, on va dire, si on peut s'exprimer ainsi. Alors que voilà, en général, on a plutôt des cuissons, des mono-agaves chez les autres producteurs, de manière générale. Et là, vous le voyez sur la dernière photo en bas à droite. Je vous montrerai une vidéo après qui montre aussi très bien. Mais sur la dernière photo, vous voyez justement une fois que la terre est recouverte. Donc là, c'est en train de chauffer. Le four, là, il y en a pour 3 jours à attendre et à attendre que les agaves soient cuites. Donc, une fois que ces agaves sont cuites, on va les recouper en morceaux, en fait. Et puis, donc, principalement, on a plusieurs méthodes pour moudre les agaves, pour récupérer le jus et la fibre d'agave. Donc, notamment, celle qui est très, très utilisée à Oaxaca, c'est la taona chilena. Donc, la taona chilena, c'est une meule comme ça qu'on voit. Donc, c'est une grande pierre qui est tirée par une bête, un cheval en général, et qui va venir écraser les agaves, en fait, justement, pour récupérer la fibre et le jus d'agave qui vont permettre d'élaborer le mezcal. Alors là, on est sur une taona chilena. On peut aussi utiliser des beaucoup plus ancestrales, mais qui est encore utilisée dans certains villages, notamment à Santa Catarina Minas. Les massues, on utilise. Donc les massues, on utilise des grosses massues qui font quasiment 20 kilos et on écrase à la main dans une espèce de rigole, en fait, et on va pour récupérer le jus. Honnêtement, c'est quelque chose qui est devenu quand même aujourd'hui très décrié quand même, parce que physiquement, c'est très, très dur. Et ça détruit les pauvres producteurs de mezcal qui, à 40 ans, sont pliés en deux et ont mal au dos, quoi, vraiment, et qui ont des sérieux problèmes physiques. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye d'arrêter. Et notamment, on remplace beaucoup dans ces villages-là par des déchiqueteuses électriques, parce qu'en fait, on s'aperçoit que derrière, le goût du mezcal n'est pas altéré. Donc, il y a un moment, voilà, il faut utiliser l'innovation aussi à bon escient. C'est important. Et alors, c'est marrant parce qu'en fait, ces villages-là, notamment, qui utilisaient des massues, comme ils n'ont jamais utilisé la taona, ils refusent d'aller à la taona parce que culturellement, dans le village, on n'a jamais produit le mezcal comme ça. Donc, ils acceptent une déchiqueteuse électrique volontiers qui peut
prêtés par le conseil régulateur du mescal qui leur offre en fait via des subventions. Mais ils ne vont pas accepter de construire une taona chilena parce que ce n'est pas dans la culture du village de le faire de cette manière-là. Donc voilà, donc ça c'est la troisième étape vraiment importante, c'est la mouture des agaves pour récupérer le jus. Donc, une fois qu'on a récupéré le jus, on va le mettre dans des cuves de… Ouais, Roland. Ouais, Thibaut, non, c'est juste, du coup, tu as des taonas qui sont communautaires, en fait, c'est ça? Alors, pas forcément communautaire, c'est dans la culture du village que pour faire le mescal, ils utilisaient la taona. Et que dans d'autres villages, ils utilisaient des massues. Et du coup, ils n'ont pas envie d'utiliser un nouvel l'instrument du village voisin qui, lui, faisait la taona. Eux, chez eux, ils ne l'ont jamais fait comme ça. Donc, il n'y a pas de raison d'apporter ce mode de production en fait, dans leur village. Il y a une espèce de respect des anciens qui faisaient de cette manière-là. J'ai loupé une question tout à l'heure que je voulais te poser. C'était par rapport aux feuilles de l'agave. Quand ils ont récupéré le cœur, ils en font rien après Ça dépend des producteurs, mais ils peuvent en faire du textile avec. Ouais. Ils peuvent le récupérer et tout. Mais ouais, ils peuvent en faire différents usages, mais en général, c'est plutôt jeté, quoi, en général. D'accord. Okay. Mais il y a les possibilités de recyclage. Notamment l'os rabis, ici. Alors, eux, c'est pas ils font les fibres d'agave. En fait, ils utilisent des fibres d'agave distillées pour faire les étiquettes, notamment, des mescales. Mais là, on parle déjà des fibres d'agave une fois distillées. Moi, je pensais qu'ils utilisaient ça pour chauffer, du coup, tu sais, pour recouvrir. Tu peux en mettre un peu, mais c'est très peu utilisé. Ouais. C'est pas l'usage principal du tout. Ouais. Non, tu peux l'utiliser notamment pour faire des toitures, pour faire des trucs comme ça, parce que c'est quand même assez rigide. Donc, tu peux l'utiliser comme ça, mais bon, c'est quand même assez rare. Là, on parle de villages, on va dire, assez pauvres quand même pour récupérer les feuilles d'agave directement, quoi, pour en utiliser pour faire des toitures. Enfin, moi, je n'en ai pas vu. J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Alors, donc, ensuite, après donc, cette mouture, donc, on a la fermentation. Donc, la fermentation, donc, on va récupérer et le jus et la fibre d'agave qu'on va mettre donc, dans des cuves de fermentation en bois. De cette manière-là, comme vous pouvez le voir. On va rajouter de l'eau. En général, c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'on va mettre le jus d'agave et la fibre à moitié et on va prendre de l'eau. En général, c'est de l'eau de puits en fait, qui vient du village, qui est utilisée directement. Et on va laisser fermenter de manière complètement naturelle. Donc, quand je dis complètement naturelle, c'est qu'on n'utilise pas de levure qui va aider la fermentation, qui va accélérer la fermentation, je veux dire. Donc, voilà, donc c'est complètement naturel, c'est-à-dire que la fermentation va venir se nourrir un peu des insectes, des particules qui vivent dans le palenque directement pour se former. Donc, et là, il y a quelqu'un quand même qui est toujours là en train de surveiller la fermentation, qui toutes les 3-4 heures va venir un peu remuer tout ça pour vérifier que la fermentation se passe correctement. Donc, on voit qu'il y a différentes techniques. Chez Reis Apoteco, en général, on ne laisse rien au-dessus, ou on peut laisser une grille anti-moustique pour éviter, parce que selon les saisons, parce qu'il y a trop de moustiques, par exemple, des choses comme ça. Là, on voit sur la deuxième photo que chez Real Minero, on utilise des espèces de paille, en fait, des tapis de paille qui sont utilisés, qui sont mis par-dessus pour protéger. On peut trouver aussi chez certains producteurs des bâches en cuir qui apportent un peu justement de côté un peu cuir en mescal directement. D'ailleurs, c'est assez, on reconnaît en général quand il y a une bâche en cuivre qui a été utilisée. Donc voilà pour la fermentation. Ensuite, on arrive à la distillation. J'ai une question. Oui. Sur la fermentation, vu que c'est une fermentation naturelle spontanée, elle est peut-être plus longue donc qu'une fermentation standard. Oui, clairement. Ouais. Là, on est sur des fermentations qui, en fonction de la saison, ça peut durer 4-5 jours, comme ça peut durer 2 semaines. Et pas que en fonction de la saison, notamment, mais aussi au niveau de l'altitude à laquelle c'est produite. En général, dans les villages très hauts, on est vraiment dans les 2 semaines toute l'année, en fait, pour avoir une distillation. Quand je dis très haut, c'est à partir de 2000 mètres. En général, il faut vraiment attendre bien 2 semaines pour avoir la fermentation qui arrive à bout. Ouais. Et moi, je voulais revenir sur la cuisson aussi. Est-ce qu'il y a une température de cuisson ou est-ce que ce n'est pas du tout contrôlé? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à la cuisson? Alors, contrôlé, non, parce que c'est vraiment… c'est artisanal, quoi. Comme on peut le voir sur la photo, là, c'est vraiment hyper artisanal. Hein. Ils savent la quantité de bois et la quantité de pierre en fonction de la taille du four qu'ils ont besoin pour truc. C'est plus de l'expérience, en fait, et de la reproduction.
Ils ont appris comme ça, hein. C'est-à-dire que leurs parents leur ont appris à faire comme ça et puis qui avaient appris de leurs parents et c'est un savoir-faire. Alors, il y a toujours de l'amélioration qui est faite, justement. On est toujours dans un process d'amélioration. Ça, pour en avoir discuté notamment avec Reza Poteco, il me dit qu'un des frères, il m'a fait goûter le mezcal que faisait son père il y a 20 ans. Et aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose de très différent, mine de rien, en 20 ans, parce qu'il a réussi quand même à apporter sa touche au niveau des fermentations, au niveau de la cuisson, pour que le mezcal soit plus propre, on va dire. Et au niveau aussi de la densité de fumage aussi du produit, ça aussi, donc tout peut être vraiment très différent en fonction des années, en fait, quoi. Ouais. Et puis surtout avec le bois aussi, le bois qui est utilisé aussi, qui est très important. Oui, on n'en a pas parlé. C'est quel type de bois, du coup Alors, on est beaucoup sur du chêne, du pin aussi, et également du mesquité. Le mesquité, c'est un bois qui est, en fait, c'est un légumineux qui vient, notamment, on en trouve pas mal au sud des États-Unis et au nord du Mexique, qui est un légumineux qui a un excellent combustible. Alors, assez marrant, c'est un légumineux qui ne fait pas de fruits apparemment, mais qui est considéré comme un légumineux. Alors ça, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Il doit avoir des propriétés qui correspondent aux légumes, mais je ne sais pas exactement lesquelles, mais c'est un légumineux en tout cas. Et en fait, c'est un excellent combustible qui brûle pendant des heures, en fait, qui est beaucoup utilisé. Et notamment, le pain est beaucoup utilisé aussi parce que il va avoir ce côté très fumé. Donc, en fonction du degré de fumage qu'on a envie de donner aussi à son mezcal et aux agaves, justement, ça va avoir son importance, quoi. D'accord. Merci. Donc voilà, hop, on était sur la cuisson. Et donc pour terminer, donc on arrive à la distillation. Donc là, ici, la distillation que je vous mets, là, c'est Reza Poteco, c'est la distillation qui se fait donc en alambic de cuivre, en fait. Donc là, en haut, chez Reza Poteco, il y a 2 appareils qui fonctionnent dans la distillerie. Donc c'est pareil, hein, c'est au feu de bois aussi en dessous, donc c'est pas un four sur lequel on va régler la température, hein, c'est vraiment un feu de bois vraiment traditionnel. Et on a une double distillation. En fait, au bout de la première distillation, on va avoir quelque chose qui sort entre 20 et 35 degrés à peu près en pourcentage d'alcool, 20-30 même plutôt. Et ensuite, on va avoir quelque chose entre 36 et jusqu'à 55, c'est le réglementaire, mais ça peut aller jusqu'à 70 degrés. Donc là, c'est la distillation donc en pot de terre cuite, en alambic de cuivre. Donc c'est assez simple, hein. C'est pour imaginer. En fait, on va avoir donc au centre, on va mettre donc l'agave fermentée avec la fibre, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre aussi la fibre dans l'appareil de distillation. C'est important. Et donc en fait, la condensation va venir monter par le col de cygne ici. Et ici, on va avoir une cuve d'eau froide là que vous pouvez voir sur la troisième photo, et qui va venir refroidir justement. Et à la sortie, on va avoir, à la sortie de cette cuve d'eau, on va avoir le mezcal qui va sortir par un tuyau directement. Donc, il n'y a pas de filtration du produit qui est fermenté. Il est mis carrément comme ça. Il est mis carrément comme ça, ouais, directement. Ah oui, d'accord, avec la fibre. Ah, oui. Est-ce qu'il est consommable, le produit juste fermenté? Ouais, c'est pas très bon. Ouais. Tu m'étonnes. C'est l'odeur aussi pas très agréable. Enfin, c'est une odeur assez courante. On s'habitue maintenant à force d'y aller, parce qu'elle est assez permanente, cette odeur dans les distilleries. Mais ouais, c'est un gros, c'est un très fermenté, quoi, quelque chose de vraiment très fermenté, un peu. Parce que des fois, on apprend que c'est plus pour la tequila, mais que ça s'appelle le pulque ou pulqué. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Alors, le pulque, en fait, c'était une boisson traditionnelle mexicaine, mais qui venait de la sève d'agave qui était fermentée, en fait, et qui était beaucoup utilisée. Et en fait, il n'y avait que certains types d'agave vraiment qui pouvaient en fournir suffisamment pour que ça soit cultivé. Notamment l'Americana, notamment là on est sur une agave, justement le Cerudo, qui était une agave qui était utilisée pour faire du pulque. Le Salmiana aussi, le Salmiana était beaucoup utilisé. D'ailleurs on appelle ça aussi des agaves pulquero, en fait, justement. Donc en fait c'était la boisson des dieux aussi, donc c'était vraiment quelque chose dans la civilisation précolombienne qui était très importante. Lors des sacrifices, lors des rituels, on utilisait le pulque, justement. Bon, il a très vite été dépassé par la bière, hein, quand les colons sont arrivés et que la bière s'est installée plus tard. Hein. Mais le pulque a un peu disparu, il revient un peu à la mode, mais on en boit encore dans certains villages. Enfin, on en boit toujours dans certains villages, mais dans la ville de Mexico, on en trouve, mais c'est plus pour le fun qu'on en boit comme ça.
Et puis, pour en avoir bu, on prend un verre, 2 verres, mais on n'en prend pas plus. Hein. C'est quand même assez lourd, ça pèse sur l'estomac. Je pense qu'on a l'appareil digestif qui est plus trop habitué pour ce genre de boisson. J'en ai pas trouvé en France. C'est dur. Je crois que c'est l'affaire de... Tu pourras regarder la boutique Bleu Agave. C'est Martha Morguilla qui est l'ambassadrice de la tequila en France. Elle a une boutique à Paris et elle vend en canette en fait, du pulqué directement. Je sais qu'elle fait beaucoup de ventes en ligne aussi, donc tu peux aller voir sur sa boutique bleuagave.com. Et il y a d'autres fournisseurs, mais honnêtement, je ne connais pas très bien. Alors là, je vous montre une autre slide sur une deuxième type de distillation. C'est la distillation donc, en pot de terre cuite, donc vraiment très particulier. Là, on est vraiment sur des très faibles volumes de production. Donc en fait, pour schématiser, donc vous avez un dessin là au milieu. Donc vous avez 2 pots de terre cuite en fait qui sont superposés l'un au-dessus de l'autre, qui communiquent ensemble. Hein. Donc c'est-à-dire que là il y a un trou, ça communique. Donc pareil, on met le mou d'agave ici, en fait fermenté. En dessous on a le feu. Donc on a toujours le feu de bois, hein, toujours pareil. Donc ça va venir chauffer. La condensation va venir se fixer sur cette assiette métallique en fait qui est ici, qui est retournée. En haut, on a de l'eau, donc en circuit fermé qui vient circuler pour refroidir en fait. Et toutes les petites gouttes là sont captées par une cuillère en bois à l'intérieur de l'alambic et qui communique vers l'extérieur en fait et qui va nous apporter directement le mezcal et qui va être récupéré comme ça. Donc ça, c'est vraiment des petits, c'est du matériel, c'est assez compliqué. On fait que 25 litres à peu près par jour avec un appareil de distillation comme ça. Et en gros, faut imaginer, chez Real Minero, ils en ont une douzaine qui fonctionnent en permanence quand ils font des distillations. Et il faut quand même imaginer aussi que comme c'est de la peau de terre cuite, donc c'est de l'argile, parfois à certaines températures, ça casse. Donc il faut recommencer, il faut récupérer le jus, il faut changer en pleine distillation. Ça casse toutes les 4-5 distillations. Donc c'est vraiment quelque chose où ils sont 3 en train de tourner autour pour des très faibles volumes de production. Après, c'est quelque chose c'est très très bon. Real Minero a vraiment là-dessus une qualité de mezcal exceptionnelle. Romain pourra en témoigner parce qu'aux sources de Caudalie, il a quasiment pris toutes les références parce que il est assez fan. Mais c'est quelque chose qui donne vraiment, c'est une typicité de mezcal vraiment très, très particulière avec un côté très argileux en bouche, minéral, beaucoup moins fumé aussi. Et vraiment, c'est très fin en fait comme distillation. C'est dommage, c'est pas l'habitude de faire des masterclass sans qu'on boive derrière, quoi. Ça vous faire goûter un peu, quoi. On se rattrapera, t'inquiète pas. Donc, voilà, donc ça c'est des distillations vraiment qui sont très, très rares en fait. Niveau de production, c'est très très faible, hein. C'est 1% du mezcal qui est 1 ou 2% qui est fabriqué de cette manière-là. Alors là, je voudrais donc discuter. Donc on a fini sur le processus de fabrication. Je vous montrerai une vidéo à la fin. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a le mezcal artisanal et le mezcal ancestral. Donc, la plupart du mezcal qu'on retrouve, c'est vraiment artisanal, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que dans les 2 cas, donc on va avoir donc forcément une récolte des agaves qui se fait de manière manuelle. On a une cuisson des agaves qui se fait donc à l'étouffée dans un four creusé dans la terre directement également. Maintenant, pour la mouture des agaves, donc pour qu'un mezcal soit artisanal, il faut qu'il soit soit en taona chilena, soit à la brailleuse électrique. Pour qu'il soit ancestral, il faut qu'il soit à la taona chilena ou à la massue. Donc la broyeuse électrique ne peut pas être utilisée, en gros. Les fermentations sont naturelles toutes les 2. Et ce qui va venir faire vraiment la différence, ça va être justement la distillation. Soit elle est faite en alambic de cuivre, soit elle est faite en pot de terre cuite, en Oya des Barreaux. Alors là, ce qui est très particulier, notamment chez Real Minero, c'est que Real Minero, ils ont du mezcal qui est artisanal et ils ont du mezcal qui est ancestral. Et en fait, en fonction de la couleur de l'étiquette, quand l'étiquette est blanche comme ça, c'est du mezcal artisanal. Quand l'étiquette est noire, c'est du mezcal ancestral. Alors, pourquoi ils ont cette différence et pourquoi ils n'ont pas cette appellation? C'est parce que, notamment, ils sont dans un village où ils font de la mouture à la massue, en fait, directement. Donc, ils ont la massue qui est utilisée pour les mezcals ancestrales. Et pour ce qui est, comme ils essayent de plus en plus, justement, de moins l'utiliser et de passer à la déchiqueteuse électrique, sur certains lots de production, ils ont perdu la dénomination ancestrale pour l'artisanal parce qu'ils utilisent la déchiqueteuse électrique. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu dommage parce que du coup, on a un mezcal en Oya des Barreaux, donc en distillation pot de terre cuite, qui n'est pas ancestral. Ça, c'est très particulier quand même. Mais
comme ils veulent utiliser de moins en moins la massue, et ils ne vont pas utiliser la taona chilena parce que ce n'est pas dans les coutumes du village de le faire, dans la région, et du coup, ils préfèrent perdre la dénomination ancestrale pour artisanale, mais utiliser la broyeuse électrique pour quand même le bien-être, on va dire, de leurs salariés et de leurs travailleurs. Alors, ils utilisent des massues, mais en fait, ils choisissent vraiment les types d'agaves avec lesquels ils vont les utiliser. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser plus pour des agaves qui sont moins fibreuses et pour lesquelles ça va être moins difficile, en fait. La déchiqueteuse électrique, notamment, elle va beaucoup être utilisée sur du largo aujourd'hui, qui est très dur, en fait, comme agave, et donc où ça va être… la déchiqueteuse électrique va vraiment avoir son sens plus que la massue, où c'est beaucoup plus dur. Voilà, mais bon, comme je vous disais, le mescal ancestral, c'est vraiment, c'est même pas 1% du mescal, c'est vraiment très très faible comme niveau de production. Donc voilà, Real Minero est vraiment une des marques assez emblématiques là-dessus. Alors maintenant, juste pour vous parler un peu des marques, des 3 marques que je représente en France. Donc, ce sont à chaque fois des productions familiales. Donc là, c'est Rey Zapoteco. Donc là, vous pouvez voir, c'est la mère, c'est Doña Juana, donc qui est la madré depuis que le père est décédé il y a une douzaine d'années maintenant, qui s'occupe de la production avec ses 7 garçons. Donc, ils sont 7 frères dans la production. Là, il y en a 3 que vous voyez sur la photo. Il y a Gus Hernan et Efraín. Ils se ressemblent beaucoup, les Mexicains, c'est pas évident. Les 3 surtout. Et du coup, en fait, ouais, donc c'est vraiment une production familiale. C'est une marque, une des plus anciennes du Mexique, parce qu'en fait, ça date de 1960. Comme je vous disais tout à l'heure, en fait, pendant très longtemps, le mezcal, c'était vraiment un alcool qui était très rural, donc il n'y avait pas forcément de marque parce qu'on l'achetait comme ça à la sauvette sur les marchés et on le remplissait dans une bouteille, donc il n'y avait pas de marque, on mettait plutôt le nom du Maestro Mezcalero. Donc 1960, pour une marque de mezcal, c'est vraiment très ancien. Moi, je ne connais pas d'autres qui existent encore aujourd'hui qui soient aussi anciennes, donc c'est vraiment considéré comme une marque existante les plus anciennes. Et donc voilà, et la grande particularité, c'est qu'ils ont quand même 60 hectares d'agaves qui leur permettent de produire tout ça. Donc ils s'occupent vraiment de A à Z de la production. C'est-à-dire qu'ils vont juste de planter les graines jusqu'à vraiment mettre en bouteille et commercialiser derrière. Donc c'est vraiment à eux que j'achète directement le mezcal. En fait, les palettes que j'achète, elles partent de Santiago Matatán, de la distillerie de Rey Zapoteco directement. Je fais venir un camion au pied de la distillerie pour les ramener directement en France. Donc, eux, ils font surtout du mezcal, donc ils sont plutôt sur du… Tiens, d'ailleurs, mezcal artisanal ancestral, c'est une erreur sur un slide, parce qu'ils ne font pas de mezcal ancestral, ils font que du mezcal artisanal. Et ils font aussi de l'assemblage d'agave aussi, pas mal, mais c'est des choses encore que je ne commercialise pas encore en France. Je commercialise déjà quand même 8 références chez eux, notamment 4 agaves sauvages et de l'espadine, et notamment aussi du mezcal reposado et añejo. Donc, juste pour faire une petite parenthèse sur le vieillissement de mezcal, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas forcément courant dans le monde du mezcal, parce que c'est quand même un des seuls distillés où en sortie d'alambic, on a déjà plein de saveurs et d'arômes, donc on n'a pas forcément besoin d'aller le vieillir. Mais donc pour moi, c'est une catégorie vraiment à part, parce que d'ailleurs, moi, je bois que du mezcal vraiment blanc. Mais le reposado et l'añejo sont quand même intéressants. Rey Zapoteco, ça fait plus de 20 ans qu'ils en font, donc il y a un vrai savoir-faire derrière. Ils ont des produits très intéressants et notamment, on va dire pour nos palais européens, on a quand même l'habitude des alcools vieillis, donc c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Et je trouve que c'est une bonne introduction au mezcal, notamment pour des gens qui ne sont pas forcément très amateurs de spiritueux. Commencer par un mezcal blanc espadine à 45 degrés, parfois ça peut être un peu agressif. Donc commencer par un reposado et añejo avant d'aller sur du mezcal blanc, ça peut être une bonne introduction au mezcal. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais décidé aussi de récupérer du reposado et de l'añejo. Donc reposado, c'est du mezcal en fait. Je ne sais pas si j'ai une bouteille ici. Ouais, j'ai une bouteille. Reposado, donc c'est une bouteille qui est vieillie en fait, donc on peut le voir à la couleur. Hein. Il est vieilli pendant 11 mois dans des barriques de chêne américain neuf. Et j'ai un añejo aussi qui lui est vieilli pendant 3 ans dans des barriques de chêne américain neuf. Voilà, mais c'est quelque chose effectivement que moi que je considère vraiment comme une catégorie à part du mezcal. Donc pour vous montrer un peu les bouteilles de Rey Zapoteco, alors là on va essayer un peu de parler un peu de l'étiquette et des informations qu'on va retrouver sur une bouteille de mezcal notamment. Là c'est un peu compliqué avec je ne sais pas si vous arrivez à voir un peu. Bien.
Non, j'imagine qu'on ne va pas très bien. Alors, donc là, on Rei Zapoteco. Il faut savoir que déjà, Zapoteco, c'est quoi? C'est la civilisation zapotèque. C'est les civilisations qui habitaient les régions justement d'Oaxaca, donc civilisation précolombienne, qui a duré pendant 1000 ans quand même. C'est une des civilisations les plus importantes au Mexique en termes de longévité. On retrouve encore des sites archéologiques justement à Oaxaca et ils vivaient justement dans ces vallées où est produit le mezcal, d'où le nom de Rei Zapoteco, le roi zapotèque. Donc avec un emblème vraiment qui représente vraiment un peu des figures des dieux, des anciens dieux des civilisations précolombiennes. Donc là, on a le dessin de l'agave aussi qui est représenté au milieu. Et on va avoir, à chaque fois, il faut avoir le nom de l'agave. Le nom de l'agave, c'est important. Donc là, c'est l'espadine et on va le retrouver à chaque fois. Donc, ensuite, on va avoir très souvent la signature du maestro mescalero. Donc là, on a la signature d'Efraïn qui a signé donc, la bouteille directement. Et on va avoir chaque fois le nom du lot et le numéro. Donc évidemment, donc là, on est sur un mezcal qui est à 45 degrés. Et derrière, on va avoir les informations aussi un peu sur la famille, sur la distillerie et la manière dont il est élaboré. Après, sur toutes les bouteilles de mezcal que vous allez trouver aussi au bar, que vous allez trouver en Europe, vous allez avoir un hologramme ici, que vous voyez, avec un QR code que vous pouvez scanner. Et ça vous donne des informations directement sur la production et d'où ça vient. Ça, c'est assez riche en informations justement par rapport à ça. Et d'ailleurs, si on vous vend du mezcal, si un dealer de mezcal vient vous voir, vérifiez bien que vous avez cet hologramme, c'est-à-dire qu'il a été il répond aux critères de l'exportation et il a été exporté de manière légale. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a ramené dans sa valise et qui vous vend du mezcal, quoi. Donc voilà, ça c'est important, ça c'est un signe de qualité puisque c'est quand même très contrôlé. Il y a un conseil régulateur du mezcal qui existe et qui va venir contrôler en fait chaque lot de production qui est exporté pour vérifier qu'il répond bien aux exigences. Donc voilà, donc chez Rei Zapoteco, en fait, à chaque fois, vous allez avoir un code couleur différent en fait, des bouteilles en fonction des agaves. Là, je vais vous faire juste une petite parenthèse sur cette bouteille-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Pechuga, donc destillado comme Pechuga. Alors, le destillado de Pechuga, en fait, c'est un mezcal qui est beaucoup utilisé pour notamment les rituels, pour les célébrations, style mariage, naissance, en fait. C'est des batchs de production vraiment uniques où, en fait, après la deuxième distillation, en fait, on va rajouter un morceau de volaille crue dans l'alambic. Et en fait, donc, le mezcal, la condensation va venir s'imprégner de ce morceau de volaille, en fait, qui va venir sciinter à l'intérieur. On rajoute beaucoup de fruits aussi, des fruits de saison dans le mélange. Et donc, ça va nous donner un mezcal assez adouci, et assez sympa, assez original, en fait, et qu'on boit pour les mariages. Donc, en fait, par exemple, les producteurs, Goose, quand je suis allé au Mexique la dernière fois, il m'a ouvert une bouteille de son mariage d'il y a 10 ans. Du batch de production de son mariage. Et en fait, on peut mettre le nom des mariés sur la bouteille et c'est le mezcal qu'on va boire durant toute la cérémonie. Puis les mariés, en général, vont se garder 2-3 caisses pour eux pour pouvoir le boire pour des anniversaires de mariage ou pour des choses comme ça. Clairement, le jour où je me marie, j'aurai mon Pechuga au mariage sur toutes les tables, quoi, ça c'est sûr. Voilà, c'est un petit aparté sur le Pechuga qui est assez original et qui plaît beaucoup. C'est assez intéressant. Real Minero aussi en a un. Qui est vraiment très, 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 très bon aussi. Alors, ensuite, je vais vous parler, donc là, on est donc Rei Zapoteco, donc ce que je vous disais, est-ce qu'il y a des informations que j'ai oublié de vous dire? Donc, non, en 1960, on a une gamme de 15 produits, donc c'est assez énorme. Et on a une production de 40 000 à 80 000 litres. Bon, alors ça, c'est encore… on est au Mexique, hein, donc les frères, entre eux, quand on parle avec eux, ils n'ont pas de fichier Excel qui suit les productions de mezcal, ni de logiciel pour ça. Donc, c'est un peu… chacun dit des chiffres différents. Donc, après avoir parlé plusieurs fois, à plusieurs visites, je dirais que c'est entre 40 et 80 000 litres qu'ils fabriquent. Donc, ça reste assez vaste et on ne sait pas trop ce qui est vrai là-dedans. Et voilà, c'est à peu près les volumes. C'est juste pour montrer que les volumes sont quand même assez faibles pour une distillerie comme ça. Alors, Los Rabis, donc c'est ce que je vous disais, donc c'est une marque qui date de 2003, donc Javier, donc c'est lui qui était aux États-Unis justement et qui est revenu avec un peu d'argent pour pouvoir construire cette distillerie familiale. Donc ça s'appelle Los Rabis parce qu'en fait il s'appelle Javier de père en fils, Javier Mateo, donc Javi étant le diminutif.
Et donc voilà, donc on est sur quelque chose, on est sur un mezcal aussi qui est même à l'étiquette, à la bouteille, on est sur quelque chose de plus américanisé, j'ai envie de dire aussi, plus du monde de la tequila, parce que voilà, il a habité longtemps en Californie, donc il a un peu aussi adapté sa bouteille pour qu'elle réponde un peu aux critères américains, parce que c'est quand même son principal marché. Moi, je suis son premier client en Europe. Depuis 4 ans maintenant, et il a vraiment plusieurs gammes de mezcal. Il y a un espadine qui est assez faible, qui est à 41% en degré d'alcool, qui est un très bon mezcal d'introduction au monde du mezcal, justement. Pour quelqu'un qui n'a jamais goûté de mezcal, je trouve que c'est parfait justement à utiliser. Contrairement à Reyes Zapoteco qui est à 45%, il faut déjà avoir soit quelqu'un qui connaît le mezcal, soit quelqu'un qui est amateur de spiritueux déjà, pour le boire, parce qu'il a une attaque qui est beaucoup plus franche. Alors que voilà, Los Ravis, on va dire qu'il est plus facile à boire, plus délicat, avec une sucrosité en fin de bouche qui le rend vraiment plus doux. Aujourd'hui, ils ont une gamme de 9 produits. Moi, j'en ai 7 aussi aujourd'hui dans mon portefeuille. Donc, il y a des agaves différents, des agaves comme du Cerudo, du Tepestate, du Tobala, du Salmiana, du Rabali aussi. Donc, vraiment des agaves. C'est assez incroyable comment d'une bouteille à l'autre et d'une agave à l'autre, on va avoir des produits complètement différents et des profils aromatiques complètement différents. Donc, ça mérite vraiment le coup. Vous pouvez me suivre sur Instagram, notamment Gobi Spirits, Mezcal Gobi Spirits, parce que je fais souvent des masterclass quand les bars et les restaurants sont ouverts, notamment sur Bordeaux. Donc, c'est l'occasion aussi de venir déguster les produits aussi chez les cavistes aussi. Ça m'arrive très souvent. J'essaie de bouger un peu partout en France, mais bon, c'est beaucoup sur Lyon aussi, mais c'est surtout principalement à Bordeaux que je suis aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une famille qui a 300 hectares d'agaves, ce que je vous disais tout à l'heure, donc ils produisent pour beaucoup de marques aujourd'hui et ils ont vraiment un gros objectif. D'ailleurs, là, on disait en 2018, mais ils sont 3e ou 4e aujourd'hui producteurs de mezcal, en tout cas en termes d'exportation aux États-Unis. Donc c'est vraiment assez énorme comme marque aujourd'hui. Donc Real Minero, donc ça c'est la 3e marque dont je vous parlais justement. Donc c'est un des mezcals aujourd'hui sur le marché qui a une très forte réputation comme vraiment un mezcal de très très grande qualité, notamment par sa méthode de distillation, donc en pot de terre cuite, et également aussi dans la sélection des agaves qu'ils réalisent, c'est-à-dire qu'une fois que les agaves sont cuites, ils vont sélectionner aussi les agaves qu'ils vont utiliser. C'est-à-dire que s'ils voient des morceaux cuits un peu trop brûlés ou un peu trop secs, ils vont couper, ils vont jeter. Ils vont vraiment garder que les morceaux qui sont vraiment dans lesquels ils vont avoir satisfaction au niveau en termes de sucrosité pour pouvoir produire le mezcal. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Donc ils doivent jeter à peu près 25% des agaves cuites qui sont récoltées. Donc quand on pense à 25% d'agaves qui ont mis 15 ans à arriver à maturité, ça fait un peu mal au cœur, mais c'est comme ça qu'on arrive aussi à faire des mezcals de très grande qualité. Donc, oui, je suis assez fier de pouvoir représenter cette marque en France, notamment. Et donc, c'est vraiment des très faibles niveaux de production. Quand vous voyez la bouteille, là, par exemple, on est sur une agave qui s'appelle le Marteño. Le Marteño, on peut voir que le litre produit lors de ce batch, c'est 123 litres seulement. Donc, en général, en fait, on est 5 importateurs en Europe. On fait des commandes groupées, en fait, tous les ans, 2 fois par an. En fait, on achète des lots de production. On achète 6-7 références de Real Minero à peu près, ensemble, pour pouvoir constituer l'équivalent de 2 palettes qu'on se partage entre 5 importateurs pour la distribution tous les 6 mois. Et à chaque fois, donc, on va avoir des lots qui sont uniques. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un Marteño qui est à 51,09%. C'est la première fois qu'on l'a importé celui-ci. Si ça se trouve, la prochaine fois, il n'y en aura pas. Il y en aura dans 2 ans et on aura un degré alcoolique différent avec un millésime en fait, différent de Real Minero. Celui que moi j'importe à chaque fois, ça va être de l'espadine notamment. L'espadine, chaque lot de production que je reçois est unique avec un degré alcoolique différent. C'est-à-dire que j'en ai à 49%, d'autres à 54%, d'autres à 52%. Les assemblages aussi, donc, parce qu'ils font beaucoup d'assemblages chez Real Minero. Là, j'ai un espadine, on le voit sur l'étiquette. Donc, ça, c'est le nom de la gave, espadine et largo. Donc, c'est un assemblage différent et on va voir vraiment toutes les informations derrière. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'il y a 60% d'espadine pour 40% de largo. Donc, ça, c'est très important aussi. Ça permet vraiment de pouvoir identifier aussi ses goûts en fait, en termes de mezcal. C'est-à-dire que quand on est plus sur du largo, plus sur de l'espadine, on va pouvoir justement
voir ce qui va nous plaire dans les prochains crus qui vont sortir un peu. Et là, on a vraiment toutes les infos. On a aussi la période où ça a été distillé, la période où ça a été fermenté dans l'année, le type de bois qui a été utilisé pour la fermentation. Voilà, on va avoir toutes ces informations une par une qui vont être sur la bouteille. Avec même en prime la tête du maestro mescalero qui est Edgar Angeles, qui est ici. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je voulais quand même vous montrer une petite vidéo. Comment je sors ça? Je voulais vous montrer les vidéos de Reis Apoteco sur la manière de... pareil d'écran. Ouais, non, c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, bien sûr, je suis là pour y répondre. Dire à tout le monde que sur la conversation par message, je vous ai mis le lien Instagram, le lien mescal-gobi-spirit. Comme ça, vous pouvez suivre sans problème. Et du coup, les badges que tu choisis, Thibaut, tu vas avant parce que vu qu'il y a des différences sur certains. Non, sur le Real Minero, quand je vais au Mexique, je vais leur rendre visite. Hein, bien sûr, je vais goûter un peu ce qu'ils ont et tout, mais la plupart du temps, c'est rare que j'ai l'occasion de pouvoir goûter les batchs avant de pouvoir les acheter en fait. Donc, on les achète comme ça, on se met tous d'accord entre importateurs en Europe et il y en a toujours un qui a goûté aussi avant quand même, donc il peut un peu nous recommander un peu ce qui peut être plus intéressant que d'autres et on achète de cette manière-là. Ouais. Et la plus grosse distillerie de mezcal actuellement, c'est une marque. C'est du mezcal industriel, bien sûr, hein, parce qu'il y en a aussi. Et je pense que, comme ça, je dirais Beneva. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Enfin, c'est celui que j'ai vu le plus souvent, parce qu'il a une bonne distribution en France aussi. Il a surtout un prix qui est plus attractif. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est possible de faire du mixto? C'est possible de faire du mixto ou il n'y a pas de… Alors non, pas dans le mezcal, on fait pas de mixto. Pour ceux qui ne savent pas, le mixto, c'est un échange. En fait, c'est un mélange d'agave et de sucre de canne en fait, en général, ou d'un autre sucre, en général de sucre de canne. Alors que dans le monde du mezcal, on n'a vraiment que de 100% agave. Okay. Enfin, en tout cas, à l'exportation et le mezcal qu'on utilise, quoi. Mais on sait qu'il y a forcément, justement, avec des prix aussi bas, il y a forcément des producteurs qui trichent. Ça, c'est évident. Alors, je vous montre juste aussi 400 Coneros aussi, la marque. C'est quelque chose que j'avais goûté. Allez, 400 Coneros. Voilà, c'est ça, Coneros, ouais. Alors je me souviens plus. Moi, je sais que je l'ai goûté déjà au Mexique, mais il y a longtemps. J'y étais aussi, c'est pour ça que je l'ai goûté là-bas. J'ai des amis qui vivent au Mexique et donc ils en consomment pas mal. Et c'est vrai que ce sont des jeunes, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est vrai qu'ils consomment beaucoup de, mine de rien, de mezcal. C'est vrai qu'ils aiment beaucoup ça, ouais. Alors, 400 Coneros, en fait, ça vient d'un mythe, je ne me souviens plus, là, ça m'a échappé, mais c'est un mythe des civilisations précolombiennes, en fait, justement, sur les 400 lapins. Enfin bref, ça vient aussi de la civilisation précolombienne aussi, mais ça ne me reviendra pas exactement. Mais alors, je vous montre la vidéo. Et puisqu'on ne l'a pas goûté, est-ce que tu peux nous donner quelques notes comme ça au niveau, en termes justement de puissance au goût du fumé? Quelles sont un petit peu leurs notes gustatives des trois? Alors, ils vont être tous différents en plus en fonction de l'agave vraiment qu'on va utiliser à chaque fois. Ça va être quand même assez important. Reis Apoteco, qui va dire, c'est un peu le best-seller parce que c'est celui que je vends beaucoup, notamment pour le cocktail et tout. Donc, Reis Apoteco, donc il a 45%. C'est qu'il est plutôt, il garde ce côté fumé, mais pas trop important quand même. Il a un côté très terreux en bouche, assez relevé sur le poivre aussi en fin de bouche. Qui le rend vraiment intéressant pour le cocktail aussi. C'est vraiment un mezcal très traditionnel de Oaxaca. Pour moi, c'est aussi parce que c'est la première marque que j'ai découvert, donc que mon palais aussi a découvert, mais c'est vrai que je compare toujours un peu les autres mezcals par rapport à celui-ci, qui est un peu une base pour moi de référence en fait. Okay. Mais il a une attaque en bouche qui est très intéressante et vraiment assez franche. Donc ça, c'est ce que j'aime aussi, c'est d'avoir tout de suite cette attaque importante. Et il a une longueur en bouche qui est vraiment intéressante. Très bien.
Le minéral, moi j'aime beaucoup, quoi. Ouais, donc Réal Minéraux, ça va être sur quelque chose de plus minéral, justement. Là, sur ces batchs, notamment de Martegno, de Baril, de Largo que j'ai reçus, les derniers que j'avais reçus. Enfin, là, j'ai des nouveaux Réal Minéraux d'ailleurs, mais ils sont très gras en bouche aussi, vraiment beaucoup plus gras et ce côté un peu argileux justement, qui est vraiment assez unique par rapport aux autres mezcals, qui n'ont pas cette distillation en pot de terre cuite, quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va avoir là le Tobala. Le Tobala qui va avoir vraiment quelque chose de beaucoup plus herbal en fait en bouche. Limite, on va avoir en fin de bouche un peu un côté, ça va faire penser un côté un peu mentholé, un peu en fin de bouche qui va pouvoir ressortir. Mais après, ouais, chaque mezcal est assez unique. Si on va chez Los Rabis, notamment, on va avoir beaucoup plus de sucrosité un peu en fin de bouche. On va avoir beaucoup plus de fruits exotiques, je trouve, de fleurs aussi, un côté floral, notamment le Salmiana, qui est pour moi un ovni du mezcal. Et il a un côté hyper floral en bouche qui fait penser un peu à un pot pourri, un peu de poire, mais alors très mûr, quoi, aussi. Côté fruits très mûrs et exotiques. Est-ce que... Ah, tu veux lancer la vidéo, non? C'est ça? Ouais, je vais vous lancer juste la vidéo pour vous montrer. Allez. Un peu pour avoir plus en image un peu tout ce qu'on raconte. Donc voilà, donc là on est dans les champs d'agave vraiment de Reis Apoteco. Donc on est à 1200 mètres d'altitude comme je vous disais. Et voilà à quoi ressemblent vraiment les paysages là-bas, quoi. Donc c'est des champs d'agave à perte de vue. Attends, on est sur le... Ouais, on a le slide là. On est sur PDF. Ouais, on n'a pas la vidéo. Je vais recommencer le partage. Ok, vas-y. Alors attends. Est-ce que là c'est bon? Voilà. Ah oui, là c'est bien. Parfait. Ok, donc voilà, donc ce que je vous disais, donc ça c'est vraiment les paysages des villages de Oaxaca, donc c'est vraiment des champs à perte de vue. Donc voilà, donc là on est sur des agaves qui ont à peu près 5 ans, je dirais, et qui vont encore grandir, encore s'étoffer en fait pour laisser passer le quioté, donc pour le laisser pousser au milieu. Donc là c'est Goose. Je vais peut-être juste enlever le son parce que ça va peut-être faire double emploi. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on coupe les agaves, donc avec les machettes, et on récupère ça et c'est ce qu'on va ramener à la distillerie en fait sous cette forme-là, donc qui est quand même assez lourd. Parfois on se fait aider d'un tracteur aussi, mais moi je les ai vus souvent portés à la main, et également ces agaves. Et là on arrive donc à la distillerie, et donc là ça c'est le four traditionnel. Là on n'a pas beaucoup d'images, mais sur une autre vidéo juste après je vous montrerai, on verra mieux la cuisson des agaves justement, qui est assez impressionnante. Donc là, c'est les agaves qui sont cuites, donc qui sont sorties du four. Donc là, on va les laisser reposer quelques jours avant de les broyer. Donc on les amène à la taona chilena. Donc la taona chilena, donc là, on va les recouper en morceaux justement pour faire des morceaux plus petits pour que ce soit plus facile à broyer. Et donc là, on a le cheval qui vient vraiment écraser tout ça pour récupérer la fibre et le jus d'agave cuite. Et donc ça, on va directement le mettre dans les cuves de fermentation, comme on voit ici. Et on vient déchiqueter les morceaux qui ne sont pas... Vraiment, il y a un travail vraiment très méticuleux qui est réalisé. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vient surveiller la fermentation et qui vient remuer à la main. Voilà, donc ça, c'est la fameuse cuisson au feu de bois pour la distillation. Avec l'alambic, le serpentin, la cuve de refroidissement. Et à la fin, donc, on a le mezcal qui sort. Et donc là, Goose, qui est ici, en fait, il va aspirer le mezcal, en fait, qui est dans une pipette, une bendencia. Et en fait, il va directement recracher. Et en fonction en fait, de la consistance et de la consistance et de la persistance en fait, de ces petites bulles, il sait exactement à combien tire son mezcal. Et donc, il va pouvoir réaliser une rectification notamment. Donc la rectification, c'est qu'il va utiliser les têtes de chauffe ou les queues de chauffe en fait, de la distillation, les têtes et la queue. Et en fait, avec ça, il va pouvoir faire un mezcal à 45 degrés pour qu'il puisse sortir comme il le souhaite. Donc, eux, dans la distillation, ils gardent les têtes et les queues pour rectifier derrière. Ça, là-dessus, ils ne se trompent jamais. Hein. Ils sont quand même assez forts là-dessus, quoi.
Voilà, ça c'était les fameuses cuves pour le vieillissement du mescal qu'on voyait. Et voilà un peu les paysages. Alors, je voulais juste vous montrer une vidéo justement où, pour la cuisson, c'est encore plus impressionnant. Est-ce que vous la voyez là ou il faut que je refasse un partage? Là, non, on voit ton écran. On la voit. Ouais. Ah merde, en fait, du coup, je ne vous entends plus. Pardon, je vous entendais plus parce que j'ai coupé le son. Est-ce que vous voyez là la vidéo? Oui, on voit, ouais. Ouais. Donc là, on est chez Los Ravis. Donc là, on a vraiment des images qui sont plus impressionnantes où on voit vraiment le travail au niveau de la découpe des agaves, notamment. On voit aussi les paluches des producteurs pour voir à quel point c'est physique justement comme travail, quoi. Et là, on est vraiment sur des grosses agaves, comme on peut le voir. Ça, c'est la distillerie, donc le palenque de Los Ravis, qui est complètement fermé, justement. Et là, sur des grosses agaves comme ça, il faut aller même à la hache pour pouvoir découper les morceaux d'agave. C'est un vrai travail de bûcheron, quoi. Et donc là, on est sur la cuisson. Et là, voilà, on voit bien comment est constitué le foyer du feu, justement, pour pouvoir mettre les agaves. On recouvre de bâche, on recouvre de terre, et on laisse pendant 3-4 jours comme ça. Là, ils ont sorti la bâche, et donc là, ils vont pouvoir retirer les morceaux d'agave cuites et les laisser reposer. Et là, on voit bien qu'ils sont assez, quand on les regarde bien, on voit que c'est déjà plus liquide à l'intérieur, c'est déjà spongieux un peu, et qu'on va pouvoir, en les écrasant, on va pouvoir récupérer le jus. Voilà ce que je voulais vous montrer. Merci. Sur Arte, là, tu sais, il y a une vidéo qui est pas mal. Je vais vous mettre le lien aussi. Enfin, on vous le mettra sur le groupe. Ouais, il est vraiment excellent ce reportage. Hein. Il dure 50 minutes et je trouve qu'il est très représentatif du travail qui est réalisé par les maestros mescaleros au Mexique. Il est assez, comment dire, il est vraiment véridique, quoi. Ça montre vraiment la vérité comment ça se passe, quoi. Authentique. Ouais. Le truc, hop, c'est le Mescal documentaire Arte à Oaxaca, c'est ça qu'on dit. Le X, on dit. Ouais, Oaxaca. Voilà. Très bien, très bien. D'ailleurs, je regardais, là, j'ai un verre devant moi aussi. Ça, c'est un verre à mescal. Ça, c'est un verre où, si vous regardez bien, en fait, vous avez une croix au fond. En fait, c'est des bougeoirs d'église en fait, qui sont utilisés à Oaxaca. On boit le mescal dedans, dans des bougeoirs d'église. C'est pour montrer un peu le côté sacré qu'il peut y avoir au mescal, justement. Et ça, c'est un peu Alors, du coup, ils versent souvent comme ça dans les bars. Et en général, la mesure, quand nous, on verse des verres plutôt de 4 centilitres, là-bas, ça va plutôt être du 7 centilitres, quoi. En fait, en général, quoi, le verre de mescal. Donc, quelques verres, on est bien, quoi. D'accord. Et tout à l'heure, sur les vidéos, on voit les gars, ils goûtent le distillat dans une espèce de calebasse, là, enfin,
Une petite, Ouais, exactement. C'est là où justement ils vont, en fonction des bulles, ils vont pouvoir voir à combien de titres le mezcal, à combien de tirs exactement. C'est vrai. Et c'est aussi utilisé, ces calebasses, elles sont aussi beaucoup utilisées pour, on appelle ça des jicaras, et c'est beaucoup utilisé aussi pour boire le mezcal aussi, directement dedans. Ok. D'accord. Très bien. Bon, mais parfait. Si vous avez des questions. Thibaut, Merci beaucoup, c'était Thibaut, tu m'entends? clair. Ouais, je t'entends, ouais. Ok, super. Dis-moi, j'aurais juste une petite question, Thibaut, si je peux me permettre. Tu sais, généralement, on a toujours aussi notre côté un peu travail éducatif en tant que barman. Ouais. Si en une phrase, simple, rapide et efficace, un client nous demande ce que c'est que du mezcal, comment lui expliquer très simplement, en une seule phrase? Je dirais un spiritueux à base d'agave, bien sûr, pour montrer le côté de la plante, et qui est entièrement artisanal. Oui, mais là, ok, là, il va comprendre à peu près, mais gustativement, etc., tu vois. Parce qu'en fait, moi, c'est un travail que je m'amuse à faire souvent avec les cocktails aussi, tu vois. Parce que pour moi, un cocktail, quand tu expliques à un client, il y a 5 ingrédients dedans, il y a ça, 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 le gars, il comprend pas, si tu veux, techniquement, tu vois. Moi, j'aime bien mettre une phrase en disant que, voilà, il va être comme ci, comme ça, pour un spiritueux comme ci, comme ça. Un client, il a 30 secondes d'attention à nous consacrer. Donc, s'il veut savoir ce que c'est le mezcal, il faut qu'en 30 secondes, il puisse, lui, avoir la meilleure division possible du mezcal. Pour toi, ce serait quoi? Alors, clairement, il faut partir sur le côté fumé du mezcal quand même, qui est la caractéristique essentielle, je pense, du mezcal. C'est fumé qui va ressortir. Si c'est quelqu'un qui te dit, par exemple, qu'il n'aime pas du tout Scotch whisky, c'est compliqué de lui faire aimer, parce qu'on est sur quelque chose qui… Le fumé et le tourné peuvent beaucoup se ressembler, justement, à ce niveau-là. Donc, il va y avoir un côté un peu fumé dans le mezcal qui est quand même assez particulier et qui peut ne pas plaire à tout le monde. Mais bon, après, moi, je sais que vous, en tant que barman, vous êtes capable de faire des merveilles, comme faire aimer un cocktail au whisky à quelqu'un qui n'aime pas le whisky. Donc, c'est là où je trouve qu'avec le mezcal, on peut aussi faire des merveilles par rapport à ça aussi. Oui, mais surtout qu'on a vu pour ceux qui ont eu la chance de goûter tes produits, c'est complètement différent des mezcals qu'on a pu goûter, classiques, lambda, qu'on va trouver en grande surface ou dans les grands fournisseurs, quoi. Là, on est vraiment sur le fumé, il est vraiment subtil, c'est pas marqué vraiment comme… moi, j'ai vu la différence entre les produits et le reste, quoi. Enfin, c'est pour ça que les trucs artisanaux… Oui, bien sûr. Non, après, aujourd'hui, on a la chance quand même en France de retrouver beaucoup, beaucoup de mezcal. Et c'est vrai que je trouve que chaque mezcal est quand même très différent. Vraiment, à chaque fois, on va avoir des palettes aromatiques très différentes. Donc, c'est aussi un peu compliqué, Benjamin, de partir sur le fait le côté fumé, oui, va être important. Le côté, en fonction du mezcal que tu vas avoir, un côté plus… il y a des mezcals avec un côté plus végétal, d'autres fumés, d'autres floral, d'autres plus minéral, d'autres beaucoup plus terreux, beaucoup plus secs aussi à ce niveau-là. Donc, il y a des mezcals qui peuvent te faire penser un peu à du rhum, et il y en a d'autres qui vont te faire penser plus à du whisky, quoi. Tu vois ce que je veux dire au niveau Oui, je comprends très très bien. Hein. Je sais que c'est pas un exercice, c'est pas ma question, elle paraît peut-être simple, mais je sais qu'elle est très difficile parce que c'est la partie, pour être honnête avec toi, c'est la partie la plus difficile de mon travail, tu vois. Enfin, pas de notre travail en règle générale. Les clients, quand on veut leur faire découvrir un prod, il faut qu'on puisse leur dire en à peine 30 secondes, 4-5 mots dans une phrase pour qu'ils comprennent. Et c'est tout. Parce qu'après, ils nous ont perdus au bout de 2 minutes, ils nous ont perdus, tu vois. Tu fais comme Romain, tu prends 7 de la gamme, comme ça, tu as 7 façons différentes de le vendre. Oui, non, mais bien sûr, c'est pas pour vendre différents mezcals, tu vois. C'est vraiment… là, je parlais mezcal générique, quoi, en global, tu vois, pour qu'un client il comprenne le… Perso, moi, si tu veux mon avis, quand je fais goûter des mezcals à des clients, je leur fais goûter déjà. Surtout s'ils ne connaissent pas le mezcal. Parce que c'est tellement particulier comme saveur que même un client qui est habitué au spiritueux, parfois, mezcal, c'est particulier, quoi, des fois. Ah ouais, je sais. Déjà, moi, j'identifie le client s'il est apte à expérimenter, pas expérimenter. S'il est trop fermé, laisse tomber.
Après, s'il a envie d'expérimenter quelque chose, techniquement, moi, je lui fais goûter. Et en général, ça passe. Après, déjà, tu captes son attention en le faisant goûter. Et après, derrière, forcément, s'il a goûté, il a envie que tu expliques un peu plus ce qu'il y a derrière. Et à partir de là, tu sors le speech. Voilà, qu'est-ce que vous retrouvez, vous, comme arôme et autres. Ça dépend vraiment de chaque client, en fait. Il faut vraiment voir quel client tu as en face de toi. Et après, selon, tu t'adaptes, quoi. Pour moi, il n'y a pas une façon de vendre. Il y en a 1 million. Ça dépend de la personne qui est en face de toi. Ok, ouais, exact. Non, mais je suis d'accord avec toi, Romain. Je suis complètement d'accord avec toi. Perso, moi, je fais goûter en général. Je me prends, enfin, tu vois, déjà, je fais goûter. Comme ça, déjà, voilà, le gars, tu ouvres l'esprit. Et généralement, vu si tu as des. En plus, franchement, j'en ai beaucoup des produits de chez Thibaut. J'ai d'autres mezcal aussi. Honnêtement, moi, je me prends pas la tête. Je fais en général goûter ceux de Thibaut parce que pour moi, c'est le top de tout ce qu'on peut. Enfin, honnêtement, les produits qu'il a, c'est top. Et je fais goûter ses produits. Et généralement, si le client il n'est pas trop fermé, ça passe. Tu fais goûter. Ouais, moi, comme Thibaut a dit, en fait, en gros, tu fais goûter des produits un peu plus, on va dire, simples d'accès. Et à partir de là, tu y vas et tu vois. Après, si vraiment, pareil, comme Thibaut a dit, au final, si le gars, il te dit, moi, quand un client me dit, je veux un client whisky tourbé, bon, je lui dis, attendez, je vous sers votre whisky à côté de ça. Tu lui fais goûter un mezcal et en général, bon, tu vois un peu ça dépend du client, vraiment. Après, en cocktail, pour faire découvrir, je trouve qu'il y a des moyens qui sont assez cool. Il y en a plein, je suis d'accord. Mezcal, c'est de reprendre des classiques. Style une margarita, mais une margarita au mezcal. Un mezcal sour. Un mezcal sour, c'est incroyable. Un mezcal sour, c'est terrible aussi. Le meilleur que j'ai goûté, c'était au Symbiose, incroyable. C'était. Mais je suis d'accord avec vous, de toute façon, il y en a plein. Mais voilà, quoi. Je sais que c'est pas une phase facile. Après, je suis d'accord avec toi, Romain. Je peux dire que j'en ai saoulé plus d'un des clients comme ça parce que, en gros, j'étais spécialisé un petit peu dans le tequila et dans le mezcal sur Saint-Barth. Et le bar où j'avais déjà une dizaine de mezcals différents, sans compter le nombre de tequila. Mais c'était pas toujours évident de faire expliquer au chef de rang. Quand il les vendait, quand toi tu les as au bar, c'est facile. Mais quand le chef de rang, lui, il a un rang avec 70 personnes à gérer et que sur ta carte, tu mets un espèce de Negroni, mezcal, tequila, vieilli en fût, avec un bitter un peu différent, et que le client, il pose, c'est quoi le mezcal, et que le chef de rang, il a 10 secondes pour lui répondre et lui faire comprendre. Tu vois, c'est ça que c'est là toujours un peu la complexité. C'est pour ça que je demandais un peu à Thibaut. Là, en 10 secondes comme ça, le serveur, moi, ce que je lui conseille de dire, c'est vous connaissez la tequila, en fait, l'alcool traditionnel du Mexique, c'est le mezcal. Parce que avec ce côté fumé en plus que tu ne retrouves pas dans la tequila, quoi. Ok, c'est bien. Et là, il y a moyen d'éveiller quand même la curiosité. C'est-à-dire que si tu lui dis c'est le spiritueux du Mexique et c'est pas la tequila, en fait, c'est le spiritueux du Mexique, le mec il fait attends, mais moi je connais que la tequila, je suis un nul, quoi. Donc s'il est un peu curieux, le gars, il a envie d'aller goûter, quoi. Exact, ouais, top. Ok, cool. Merci. Là, j'aime bien la top. Merci Thibaut, ça c'était cool, ça. Parce que tu vois, c'est vrai que c'est toujours un peu la complexité de notre voilà, quoi. J'aime bien les petites c'est vrai que le plus dur, c'est de transmettre au chef de rang, au serveur, ce que toi tu sais, quoi. Ça aussi, c'est vrai que. Exact. Parce que nous, forcément, on connaît pas mal de trucs ou quoi au niveau des spiritueux, mais après, une fois que tu as les serveurs, c'est pas forcément leur truc. Donc, c'est ça qui est compliqué, ouais. Transmettre nous-mêmes aux équipes qui sont derrière. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. C'était super cool, hyper intéressant. Très très bien, vraiment. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. Bravo. Merci à vous. Bravo. Merci. Je passe un coup de fil, Thibaut, tout à l'heure. Ouais. Et je souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. À bientôt. Ouais, merci. À bientôt. Bye.